Hello, 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 tout le monde. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Y a-t-il des gens ici? Alors, je suis très très basse parce que, pour pas changer, j'ai changé d'endroit. Et en fait, du coup, le meilleur endroit pour être à peu près éclairé, sachant que là, j'avais pas de quoi ramener mon éclairage et mes pieds habituels. Enfin, mes pieds habituels, j'ai toujours les mêmes deux pieds, mais je veux dire le pied sur lequel je mets ma ring light et mon téléphone, bref.
Merci, Feu88. Eh bien, là, je n'ai que le comptoir de chez mes colocs, sur lequel je peux poser mon ordinateur avec une source de lumière à peu près correcte en face de moi et j'ai pas de chaise haute pour être à la hauteur, donc je suis sur une chaise normale et du coup, je suis telle une enfant, de 5 ans à la table des adultes. Pardon. Ouais, j'étais presque plus malade et je suis en fait, remalade. Je sais pas si j'en sortirai un jour, mais voilà. Donc ce soir, nous allons parler. Alors, je voyais quelqu'un sur Twitter me faire le très gentil compliment de me dire que le format d'analyse en live était top, sous le tweet qui annonçait ce live-là. Je remercie beaucoup cette personne, mais du coup, là, on n'est pas sur un format analyse, on est sur un format critique comme ce que j'avais fait pour Vampire Humaniste. Donc voilà, ce qui veut pas dire qu'on peut pas développer et tout, hein, bien sûr on va le faire, mais c'est pas exactement, enfin je veux pas faire de l'analyse de mise en scène quoi. Ça me fait penser, cela dit, que la dernière fois sur Vampire Humaniste, j'avais préparé tout un diaporama pour vous passer au fur et à mesure des images du film, enfin en tout cas des photos du film, ne serait-ce que le matériel presse, et j'ai complètement oublié, je suis restée en face cam. Donc cette fois-ci c'est pareil, je vous ai préparé un diaporama, il faut pas que j'oublie de l'utiliser. Voilà. Comment allez-vous sinon? Bonsoir Camille. Tu as vu Vampire Humaniste suite au live? Tu as passé un très bon moment. Bah écoute, j'en suis ravie. Voilà, t'es pas la seule personne du coup là ce soir à m'avoir dit que t'étais allée voir le film et que ça t'avait plu, donc ça fait chaud au cœur que ce genre de film, du coup, comme il bénéficie d'une distribution pas si mauvaise, enfin même pas mauvaise pour le genre de film que c'est, entre guillemets, petit film qui nous vient du Canada et tout, enfin une distribution que clairement, par exemple, Les Chambres Rouges n'a pas eu, bah ça fait plaisir que les gens y aillent, quoi, parce que du coup, bah, peut-être que ça donnera raison aux distributeurs, en fait, de donner vraiment leur chance à ces films-là en salle. Salut Malone. Donc, je m'excuse d'avance pour tout ce qui est tout et nez bouché et mouchage, parce que ces problèmes ne sont pas réglés, au contraire, ils ont repris de plus belle. Mais je profite d'être chez mes colocs pour une fois, pour vous montrer ma superbe tasse Edgar Poe qui reste ici, d'habitude. Voilà, vous avez son portrait là sur le devant, et sur les côtés, il y a plein de petites illustrations et de citations relatives à toutes ces nouvelles, et poèmes, bien sûr. Je vous fais complètement de la pub, mais vraiment, je suis tellement fan de cette tasse, elle est magnifique. Et chez mon copain, j'ai la même, mais avec les sœurs Brontë. Voilà, je vous la montrerai aussi. Bref. Donc ce soir, on va parler de Immaculée. Salut Vierge de Fer. Je préviens, je l'avais déjà annoncé dans les streams précédents, mais je pense que pour faire une critique un petit peu intéressante, plus développée que les choses que je peux écrire sur écran large de temps en temps, où on essaye, enfin sur écran large, on se réfrène un maximum quand on fait de la critique d'actualité de spoiler. Là, mon intention lors de ce live, c'était de spoiler, sauf s'il y a une énorme levée de bouclier dans le chat qui me fait dire non, hors de question que tu racontes la fin et tout. Voilà, pour développer un peu, j'aimerais quand même qu'on puisse parler du film en entier, surtout que c'est quand même plus intéressant aussi pour les gens qui l'ont vu. Alors du coup, dites-moi, avant qu'on commence, est-ce qu'il y a des gens parmi vous, du coup, là, les personnes qui sont déjà là, qui ont vu le film? Salut Magaline ou Maglime? Ah, pas encore. Après, il y a les gens que ça importe beaucoup de pas se faire spoiler, les gens qui s'en fichent un peu, mais sinon j'essaierai de faire un mix un petit peu de... Bah, en même temps, il y a forcément des choses que je serais un peu obligée de dire, mais bon. Parce que, en fait, ça m'intéresse de faire un live sur ce film parce que, en fait, moi, j'ai un avis très mitigé sur le film. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, des choses que j'ai pas aimées. J'ai du mal à être complètement emballée. En même temps, je lui reconnais beaucoup de qualités. Et autour de moi, il y a des gens qui l'ont adoré, ou en tout cas qui l'ont beaucoup aimé, comme par exemple Éléonore de la sororité. Donc vous pouvez retrouver son avis sur le film, sur ses réseaux, son blog, qui s'appelle Léo Yurilo. Enfin, si vous allez sur les réseaux de la sororité, vous la retrouverez sans souci. Euh, et il y a mes collègues d'écran large, Mathieu et Antoine, qui l'ont quand même vraiment beaucoup aimé. Et Antoine qui en a d'ailleurs écrit la critique, je vais vous la mettre dans le chat, sachant que sa critique du coup est quand même très positive parce qu'il a mis 3,5, sachant qu'à écran large, on met jamais 5 sur 5 au film. Donc, sachant que 4, 4,5, c'est notre maximum, 3,5, c'est pas mal du tout. Amano Live, tu l'as vu hier soir le film et toi, t'as bien aimé. Ok, très bien.
J'espère qu'on va avoir un petit peu des avis différents dans le chat pour que vous puissiez, un petit peu apporter, voilà, votre pierre à l'édifice de ce que je vais raconter et un petit peu nuancer ce que je vais pouvoir dire, éclairer notre lanterne sur des choses, moi, qui m'auraient échappé ou qui m'auraient pas touchée et qui auraient fonctionné sur vous. Bref, alors comme je disais, je vais déjà me mettre sur le diaporama comme ça, j'oublierai pas de l'utiliser tout simplement. Hop. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu tout simplement le film. Euh, j'ai pas eu beaucoup de réponses sur qui. Donc, du coup, il y a une personne qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu et l'autre qui m'a dit qu'elle l'avait vu. Je vais pas. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses, du coup, je vais faire un peu comme je sens. Désolée du coup s'il y a des personnes qui souffrent et des spoilers, mais voilà, encore une fois, le but de faire ça en format stream, c'est de pouvoir développer, quoi, donc ça nécessite un peu d'entrer dans le cœur du sujet. Donc, présentation du film. Le film s'appelle Immaculé. Il est réalisé par Michael Mohan, qui a aussi réalisé The Voyeurs précédemment avec Sydney Sweeney, qui est un film que j'ai pas vu. J'ai pas eu de bons échos, mais je ne l'ai pas vu. Donc, j'avais pas d'a priori sur sa carrière, enfin sur son talent en tant que réalisateur. C'est écrit par Andrew Lobel. Et donc c'est avec Sydney Sweeney. Sydney Sweeney qui est en ce moment vraiment l'une des plus grandes rising stars du moment, enfin même plus que rising. Il y a énormément de gens qui s'emballent autour d'elle. Euh, tant mieux pour elle d'ailleurs, parce que plus ça va, plus elle commence à avoir du pouvoir et tout. Moi, n'ayant pas vu Euphoria, n'ayant pas vu Once Upon a Time in Hollywood, en fait, étant beaucoup passé entre les mailles du filet Sydney Sweeney, je n'ai vu que très peu de choses avec elle, donc j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif à son encontre. Donc voilà, c'est la première fois que je la vois dans un rôle principal en tout cas, je crois. Kaminski 86. Ah, merci de dire que ma vidéo sur Equilibrium est cool. Merci, parce que je faisais un caca nerveux sur les réseaux sociaux l'autre jour, enfin pour plaisanter un peu, mais parce que sur la chaîne L'écran large, j'ai sorti une vidéo sur Equilibrium, et genre 2 jours après, Geoffrey a sorti une vidéo sur Terminator 4, et parce qu'on était, je sais pas, on était dans la période vintage Christian Bale, et d'ailleurs il y en a une autre que je vais préparer dans quelques temps, et sa vidéo a fait plus de vues que moi, alors que je m'y connais beaucoup mieux sur la carrière de Christian Bale, mais bref, peu importe, et que j'adore les Terminator aussi, enfin les vieux. Donc bref, j'étais vexée, mais voilà, il a fait beaucoup plus de vues. Écoute, je dois lui concéder la victoire. Mais bref, merci de dire que ma vidéo sur Equilibrium était cool quand même. Absolument, Vierge de fer et Immaculée est le film qui fait pleurer la droite fondamentaliste états-unienne. Mais justement, on va en reparler parce que tout ce problème-là s'est un peu cristallisé autour de Sydney Sweeney, ce qui est à la fois dramatique et drôle. Bref, Delirium Bear, alors je compte le voir, mais il y a très peu de séances dans mon patelin. Les spoilers me dérangent pas, ok. Je savais que nous, les Equizous, nous étions si nombreux. J'ai vu Maquillé hier au ciné, justement, nous dit Mary Portenseigne. Bah écoute, non mais c'est cool que vous soyez quand même quelques-uns à aller le voir, ou en tout cas à avoir l'intention d'aller le voir. Bon après, forcément, si vous êtes là, il y a des chances que vous appréciez les films d'horreur, donc voilà. Et donc je disais, voilà, moi je connaissais très mal Sydney Sweeney, je connaissais en gros le fait que mon copain en était fan, c'est un homme, le fait que voilà, elle avait joué dans Euphoria et tout, mais je l'avais jamais tellement vue à l'œuvre, je crois, je sais plus exactement dans quoi j'ai pu la croiser, mais peu de choses. Donc bref, j'ai été curieuse de faire cette rencontre, on va dire, et justement ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des films elle a produit le film avec sa boîte 50-50 Films, parce qu'elle fait un petit peu partie en ce moment de cette vague, entre guillemets, de jeunes actrices, parfois très jeunes actrices, qui se créent une boîte de prod et qui produisent en fait des films dans lesquels la plupart du temps elles jouent, mais pas que, et en fait qui prennent vraiment leur carrière en main, mais aussi d'un point de vue business et d'un point de vue production. C'est assez intéressant parce que, est-ce que c'est parce qu'elles en ont marre? Je crois que ça vient aussi beaucoup du fait qu'elles en ont marre qu'on leur propose toujours les mêmes genres de rôles, ou alors qu'elles ont envie de s'assurer justement des rôles qui leur plaisent et qui soient un petit peu sur le devant de la scène. Mais encore une fois, pas que, parce qu'elles produisent pas que les films dans lesquels elles jouent, mais on peut citer aussi Millie Bobby Brown qui fait ça, ainsi que Margot Robbie. Est-ce qu'Emma Stone, elle fait ça aussi? Je sais plus. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de jeunes actrices en ce moment très en vogue qui deviennent leurs propres productrices. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et donc, c'est le cas de Sydney Sweeney. Et salut Azazel, salut Azazel. Et Robo Sensei. En parlant de Terminator, Schwarzy a reçu un pacemaker today, je crois. Peut-être, je ne sais pas. Euh, et donc Sydney Sweeney, en fait,
au départ, comme me le racontait très gentiment la journaliste cinéma Marine Bohin au moment où on sortait de la projection presse du film, car nous avons vu le film côte à côte. C'est très drôle d'ailleurs, il faut que je vous raconte. J'espère que Marine ne m'en voudra pas de, de dire ça en live. Mais moi j'étais assise dans la salle, donc la salle de projection presse, en l'occurrence celle-ci est toute petite. J'étais assise sur le dernier rang, le générique avait commencé, donc la salle était plongée dans le noir. Marine est arrivée un peu en retard et ne connaissant pas bien cette salle, elle ne voyait pas comment se repérer. Donc elle essayait tant bien que mal de s'éclairer avec son portable. Et puis elle commence à vouloir se mettre sur le dernier rang. Puis elle s'avance sur le dernier rang. Elle s'avance sur le dernier rang. Puis au départ, je l'ai pas reconnue. Je me dis, c'est qui cette personne qui va venir s'asseoir à côté de moi alors que le rang entier est libre? Et en fait, elle m'avait clairement pas vue. Donc non seulement elle s'assied à côté de moi, mais en plus elle commence à poser ses affaires sur moi. Jusqu'à ce que je dise oh. La pauvre, elle m'avait pas vue. Je lui ai fait peur. Mais bref, bon, c'était... Bref. Et donc elle me racontait à la fin de la projection que... Marine Bohin de Sophie, oui, absolument. Et donc elle me racontait à la fin de la projection, et donc je suis allée lire un article sur le sujet par la même occasion, que en fait Sydney Sweeney a commencé en fait à être impliquée dans ce projet, a passé le casting lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle était beaucoup plus jeune que maintenant. Pas qu'elle soit vieille, hein, loin de là, mais en tout cas, elle était plus jeune. Il y a genre 10 ans, un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, le film ne s'est pas fait, parce qu'elle n'était pas connue, parce qu'il y avait personne de connu derrière le film. Enfin bon, bref, ça ne s'est pas fait. Et en fait, maintenant qu'elle est devenue connue, donc en fait, elle a continué, elle n'a pas oublié ce projet pendant 10 ans. Donc 10 ans après, maintenant qu'elle était connue, elle est retournée voir le scénariste, et je suppose le réalisateur Michael Mohan, avec qui elle avait déjà fait The Voyeurs, et elle a dit, écoutez, maintenant que je suis connue, j'ai ma boîte de prod, etc., peut-être ça peut le faire. Et effectivement, le film s'est fait grâce à ça, grâce à son concours. Enfin, c'est vraiment elle, pour le coup, bon, elle n'a pas ni écrit ni réalisé le film, bien sûr, mais elle est vraiment derrière le fait que le film ait pu se faire aujourd'hui. Donc, on va un petit peu garder ça en tête parce que c'est important de voir son implication dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'elle a absolument tenu à faire ce film? Au-delà du fait que c'est juste cool d'avoir un rôle principal dans un film d'horreur, je suppose. Mais, hey, Jim, pardon. Pas Captain Jean. Mais oui, c'est très beau, effectivement. C'est intéressant, ce genre de move de la part de jeunes actrices qui ont vraiment envie d'être plus que... Bah, de pas simplement rester passive devant une caméra, quoi. Un peu la vibe Under the Skin, ouais, c'est vrai, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça, sauf que là, du coup, ils ont attendu encore plus longtemps. Oui, je crois, Under the Skin, je crois que c'était 4 ans, il me semble. Là, donc 10 ans, et en même temps, du coup, à l'époque d'Under the Skin, Scarlett Johansson était une encore plus grande star, je pense, que Sydney Sweeney maintenant. Je sais pas, c'est difficile à calculer. Mais bref. Donc, le film finit par se faire, et donc il est sorti mercredi dernier sur les écrans. Donc ce qu'il raconte, je vais raconter vite fait un petit peu ce qui se passe, le résumé du film. Donc je suis désolée, mais je vais aller un petit peu au bout du film parce que pour que je puisse développer la critique par ailleurs, il faut que vous ayez une idée globale de l'histoire un petit peu du début à la fin, sans rentrer non plus dans trop de détails, mais voilà. C'est donc l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune aspirante nonne, putain, j'ai pas le jargon clérical, j'avoue, une jeune presque nonne, une étudiante nonne, je sais pas, qui veut prendre ses vœux, donc genre devenir une vraie nonne officielle, définitive, on va dire, qui veut prendre ses vœux et qui, pour ce faire, va dans un couvent en Italie, ce me semble. Kaminski, toi, t'as bof aimé le film. Écoute, moi c'est pareil, enfin c'est pas que j'ai bof aimé, enfin si, par définition j'ai bof aimé le film parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimé et d'autres que j'ai pas aimé du tout. Donc à la fois j'ai eu des émotions intenses et en même temps l'ensemble des deux fait que c'est bof. Même si rien ne m'a fait bof dans le film, c'était soit ouais, soit donc bref. Ouais, voilà, une non-junior assistant, exactement. Assistant to the regional manager, the regional curé. Bref. Donc, elle va prendre ses vœux dans ce couvent, et en fait, évidemment, dès qu'elle arrive, elle trouve que tout est très intense. Alors, au départ, justement, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est un peu comment dire, le catholicisme à l'italienne, enfin, c'est-à-dire le couvent est extrêmement luxueux, enfin très beau, enfin luxueux, je sais pas, mais il y a des décors incroyables, et puis tout est extrêmement vieillot. On sait pas exactement à quelle époque se passe le film, ce qui est l'un des soucis du scénario d'ailleurs, mais on voit que là en tout cas elle est projetée dans un univers qui est beaucoup plus vieillot, enfin presque un peu moyenâgeux par rapport à ce qu'elle connaissait de la vraie vie. Et donc elle prend ses vœux, mais il commence à se passer des choses étranges, elle trouve que les gens sont quand même super
super intense, super stricte. Elle commence à avoir des apparitions un peu cheloues. Elle se rend compte que dans la cave, enfin, il y a une nonne qui l'emmène dans les sous-sols, enfin dans la crypte en fait, tout simplement du couvent, pour lui montrer que là, le couvent conserve une relique du Christ, enfin qui est pas vraiment un morceau de corps du Christ, mais qui est le clou qui était planté dans ses pieds. Euh, voilà, et on sent qu'elle s'évanouit au moment où elle touche la relique, on sent qu'il y a un truc qui va pas avec ce truc-là. Et en fait, au bout d'un moment, elle se rend compte, enfin les gens se rendent compte qu'elle est enceinte. Or, elle n'a jamais ken de sa vie, ever, de sa life. Donc, au départ, les gens sont un peu, comment dire, intrigués, enfin suspicieux, et au bout d'un moment, non, elle jure en fait qu'elle est vierge et que jamais, jamais elle a eu de relation avec un homme, gna gna gna, et que donc bah, tout le monde s'enflamme parce que tout le monde pense qu'elle est la nouvelle Vierge Marie et que c'est une immaculée conception, d'où le titre du film. Tu dis Vierge de fer, étudiante en 5e année de théologie et droit canonique, ouais, peut-être, pas moi en tout cas. Euh, donc voilà, et la grossesse se passe difficilement, on se rend compte qu'elle a le droit à rien, que les gens du couvent, alors c'est pareil, je sais pas comment il s'appelle, mais enfin genre le curé, le prêtre qui est un peu genre le chef. Putain, c'est horrible, je sais tellement pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Bon, le curé, le prêtre, il veut pas, il refuse absolument de l'emmener à l'hôpital faire des examens pour voir si sa grossesse se passe bien. Il fait lui-même venir un médecin qui soi-disant s'y connaît et voilà qui fait un peu les examens qu'il arrange. Alors qu'elle, elle sent qu'il y a des choses qui vont pas, elle voudrait vraiment se faire examiner. Euh, Elle essaye de s'enfuir, mais on la rattrape et alors là en plus on l'enferme. Enfin bref, tout ça se passe très mal. Et à la fin, quand comment dire, l'accouchement se fait de plus en plus pressant, enfin quand elle est vraiment, on va dire, au bout du rouleau de sa grossesse, elle se rend compte, en fait, au moment où elle essaye de s'échapper, que c'est pas du tout une immaculée conception qui fait qu'elle est enceinte, c'est une expérience scientifique menée par ce prêtre qui, en fait, essaye depuis longtemps, parce qu'avant il était scientifique avant d'être prêtre, qui essaye depuis longtemps en fait de recréer scientifiquement le principe de l'immaculée conception, et donc de voilà, qui part du principe que c'est ce que la science du coup et la religion ne se contredisent pas, ce qui est pas inintéressant, ce qui est pas forcément faux, mais qui voilà, qui dit en fait on doit pouvoir recréer l'immaculée conception. Alors enfin parce que sinon du coup la procréation médicalement assistée ça existe, mais c'est quoi le principe? Ceux qui ont vu le film plus récemment que moi, n'hésitez pas à compléter si j'oublie un truc dans ce puzzle, parce que qu'est-ce qu'il essaye de faire déjà? Ah oui, non, voilà, c'est ça, pardon. Il essaye de recréer Dieu, enfin de faire naître le prochain Messie. Pardon. Non, oui, Yaminski, c'est parce que j'étais en train de me dire, mais attends, du coup, c'est juste une procréation médicalement assistée qu'il veut faire, je comprends pas. Non, en fait, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé sur oui, voilà, sur le clou, donc la relique dont je vous parlais avant, un petit peu d'ADN apparemment de Jesus, de Jésus, et donc ils veulent réussir à lui implanter un fœtus qui a du coup de l'ADN de Jésus. Enfin, il essaie de recréer en gros un petit Jésus, enfin le nouveau Messie, en gros, voilà. Et donc de faire de la nouvelle Vierge Marie. Et donc le prêtre part du principe que c'est tout à fait possible que Dieu, en gros, l'a mis sur terre pour, comment dire, achever ce travail qui est de mener à bien la conception du nouveau Messie. Recréer une résurrection, bah oui, du coup, faire renaître Jésus, j'imagine, plus ou moins. Enfin, moi, j'ai plus tous les détails en tête, là, du coup, ça commence à faire un moment que j'ai vu le film, mais en gros, voilà. C'est ça le bail. Et donc, elle trouve ce laboratoire absolument ignoble dans lequel il y a eu toutes les précédentes tentatives de fœtus à moitié difformes et dégueulasses qui ont tous raté. On se doute qu'il y a d'autres nonnes qui sont mortes avant, du coup, sur lesquelles il a fait des tests qui sont pas passés, enfin, voilà, qui se sont mal terminés. Ouais, voilà, il y a plein de fœtus mal formée dans du formol. Euh, et donc elle finit quand même par... Là, elle fout le feu au laboratoire avec le prêtre dedans. Elle réussit quasiment à s'enfuir. On pense que le mec il va être mort, mais en fait non, il ressort à moitié brûlé. Elle s'échappe dans les catacombes. Elle essaye de se cacher dans les catacombes, mais finit par la retrouver. Là, elle le massacre. Enfin, ils se battent. Puis bon, le résultat c'est qu'elle le massacre, mais genre, elle perd les os. Elle est vraiment en train d'accoucher, quoi. Et... elle finit enfin par sortir des catacombes, et donc là, elle se retrouve dans la nature, pas très loin du couvent, et donc elle accouche.
Et là, en fait, un peu à la Rosemary's Baby, on ne voit pas le bébé, mais au bruit qu'il fait et à la tête qu'elle fait, on se doute que le truc est atroce et que c'est un monstre, quoi, on va dire. Et, euh, et elle l'écrase avec une pierre. Voilà. Et le film se termine là. Donc voilà, ça c'était pour un petit résumé de l'histoire, pour pouvoir vous expliquer ce que j'en pense et pourquoi. Alors oui, Captain Jim, je sais, la scène finale a plu à beaucoup de gens. Moi, pas tant que ça, même si je trouve ça fun d'aller aussi loin. Bref, j'y viendrai après. Je vais d'abord reprendre les choses depuis le début, on va dire. Alors déjà, ouais, j'aurais pu vous faire défiler un petit peu plus de photos. Je vais essayer de le faire maintenant. Non, non, non. J'ai pas tellement mis d'ordre dans les photos. Ce sera un peu pour illustrer. Ah voilà, ça c'est le méchant prêtre avec le clou du coup, sur lequel il a pris de l'ADN de Jésus. Donc ce que j'en ai pensé du film, en fait, alors, je trouve, il y a un truc qui me dérange avec le twist. Le twist dont je vous ai parlé, c'est donc à un moment donné, on se rend compte que tout ça, c'est des expériences scientifiques et il y a absolument rien de fantastique dans tout ça. C'est que, bah en fait, moi je trouve ça décevant parce que toute la première partie du film, et quand je dis la première partie, c'est bien, c'est facile 2 tiers, hein. Ouais, facile 2 tiers. En fait, il y a énormément d'éléments de fantastique qui sont mis en place. Il y a, moi, ce que j'adore, alors c'est tout con, c'est tout simple, hein, mais les nonnes avec l'espèce de. Pas John Lennon, hein, les nonnes, qui sont. Je sais, c'est très con, mais à chaque fois que je dis les nonnes, moi, je vois les Beatles, donc c'est. Bref. Donc, les espèces de nonnes, ou de mères supérieures, de whatever, qui ont le visage recouvert d'un tissu rouge sous leur cape, c'est tout bête, mais sur moi ça marche ce genre d'apparition, surtout que c'est plutôt bien fait. Celle qui est allongée par terre dans la crypte, on sait pas pourquoi. Celle qu'elle voit aux fenêtres en train de la regarder, enfin en tout cas le visage tourné vers elle, on sait pas pourquoi. Qui sont filmés un peu sur des décors, voilà, entre deux portes, on n'est pas sûr de ce qu'elles sont en train de faire, mais en tout cas on voit qu'elles ont ce visage rouge un petit peu bizarre. Il y a. Il y a aussi le moment où elle se réveille, enfin elle sent que dans sa chambre il y a une présence, il y a une sorte de silhouette fantomatique au bout de la pièce. Moi j'ai adoré cette scène, je l'ai trouvée vraiment flippante. Pardon. Peut-être ma scène préférée du film. Il y a le fait qu'elle s'évanouisse en prenant le clou, alors ça, s'il y a plus ou moins une explication, etc. Mais en fait, tous ces moments que j'ai vraiment aimés, j'aimais vraiment où ça allait, même si c'est super pas original, parce que bon, ce genre de concept d'apparition un peu chelou dans un couvent, on connaît par cœur, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, je trouvais ça, enfin moi, ça me plaisait, parce que je trouvais ça bien mis en scène, en plus pour une fois. Euh, et ben en fait, c'est complètement gratuit. Parce que une fois qu'on a le twist, ça n'a aucune espèce de justification ou d'explication. Donc c'était vraiment que du leurre. Mais il y en avait plein, quoi. C'était vraiment, on t'expose plein de pistes pour n'en rien faire, enfin en tout cas pour bien bien te tromper, te faire réfléchir dans le mauvais sens, et pour après que ton twist il fonctionne. Mais c'est pas comme ça, les gars. Il faut que les choses, ce que tu mets en place dans la première partie, il faut qu'elles fonctionnent même après le twist. Sinon, c'est trop facile. Enfin, c'est pas. Bref. Oui, exactement, Captain Jim. En fait, c'est vraiment de l'esbrouf. Et c'est con parce que un twist, ça peut très bien fonctionner. Enfin, je sais pas, ils auraient pu trouver des raisons au fait que les nonnes, elles aient le visage recouvert de rouge, ou l'apparition dans la chambre, ou alors ne pas en trouver, mais juste mettre les choses en place de manière différente. Je trouve ça vraiment intéressant, la manière dont le film veut d'abord nous vendre une histoire fantastique, pour ensuite nous donner ce twist, que je trouve en plus qui pourrait soulever plein de questions sur la religion, que je trouverais vachement bien. Bon, il en fait pas grand chose malheureusement, mais en tout cas, bon, l'intention est à peu près là. Mais du coup, je trouve ça trop dommage que ce twist et cette deuxième partie annulent la première, plutôt que de l'augmenter, plutôt que que d'en faire quelque chose qu'on ne pensait pas que ce serait. Mais là, c'est juste de l'annulation pure. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai un vrai problème avec le film à ce niveau-là. Je trouve ça beaucoup trop dommage, quoi. Je vais venir sur des points positifs, hein, par la suite, mais du coup, je trouve ça trop bête. Alors, Kaminski, j'ai lu un truc que j'ai trouvé assez juste. Ça se veut être du A24, mais qui dérive vers du Blumhouse. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est. Ouais, en fait, c'est assez ça. Ouais, bah alors c'est dans la, comment dire, dans la conception assez cliché, on va dire, un peu simpliste qu'on peut avoir de ce que produit A24 ou de ce que produit Blumhouse, mais on voit bien ce que ça veut dire et je pense que c'est assez vrai. Si ce n'est que, alors dans la première partie, donc ce que j'appelle la première partie, c'est plus que la première moitié, c'est toute la partie fantastique, on va dire.
Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, comme on peut le voir sur la photo que j'ai mis là à l'écran, c'est qu'en fait, il y a une véritable utilisation du décor et de la mise en scène. Alors là, par exemple, comme on va le voir sur plusieurs autres photos par la suite, il y a l'idée de recréer une icône hein, en image cinématographique, mais une icône de peinture ou de bois, comme on voit dans les églises, de voilà, jouer sur toute l'imagerie religieuse et de réellement utiliser le décor, réellement le mettre en scène avec la majesté, la magnificence, mais du coup aussi le poids et la responsabilité, comment dire, la menace, c'est un peu fort, mais enfin tout ce que l'Église peut faire peser sur les épaules de quelqu'un, à la fois tout ce que ça peut faire rêver et élever et tout ce qu'on veut, en même temps tout ce que ça peut faire peser sur quelqu'un. Et voilà, toute la première partie, je me dis, waouh, putain, ça fait du bien. Le couvent, non seulement il est magnifique, mais il est vraiment filmé de manière utile. La caméra en fait vraiment quelque chose. En plus de juste profiter de sa beauté, la caméra en fait vraiment quelque chose. Et je trouvais ça vachement bien, vraiment tous les moments où elle arrive dans le couvent, la cérémonie des vœux, etc. Enfin, je me disais, ça fait vraiment du bien parce que après avoir mangé les deux Lanone, qui sont absolument catastrophiques, du Conjuring Verse, surtout le deuxième, hein, parce que alors déjà le premier, quand je suis sortie du ciné, la première fois que je l'ai vu, mais je me suis dit, mais j'étais avec ma famille, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Et pourtant, Dieu sait si je suis une fervente défenseuse du Conjuringverse, hein, je l'ai assez répété, je le répète tout le temps et tout, j'aime les Conjuring avec leurs défauts et tout ce qu'on veut, mais la nonne, c'était pas possible. C'est vraiment trop du foutage de gueule, c'était vraiment trop nul. Et en fait, la nonne, à côté de la nonne 2, mais c'est génial. Donc c'est terrible. Alors Kaminski, tu défends même le premier La Nonne, que je trouve être une série B honnête. Et bah écoute, moi je pensais vraiment pas, mais après avoir vu le 2, je me suis dit, tout est relatif en fait. Delirium Bear qui dit, alors chez les cathos, le bleu est effectivement associé à la Vierge, le rouge est la couleur de l'habit des prêtres, ainsi que la couleur du sang du Christ, tout ça, et la robe violette des évêques est la fusion des deux. Ah, c'est un marqueur de pouvoir au sein de l'Église. Très bien. Merci pour ces lumières, parce que pour le coup, je n'en savais rien. Enfin, si, le bleu, c'est vrai qu'on le voit très souvent associé à la Vierge, donc ça, j'étais pas tant surprise, mais je savais pas exactement le reste des significations. Euh, Encore une critique live? Oui, bah oui, avec plaisir. Nebland, du coup, puisque tu demandes, bah en fait, ce que j'ai fait, c'est le résumé du film. Alors, comme tu dis que tu l'as pas encore vu, je préviens que je spoil dans ce live, parce que plus que du coup les critiques écrites que je fais sur écran large, le but c'est de pouvoir développer beaucoup plus et donc aussi de raconter en détail ce que je pense des scènes. Et donc oui, je spoil le film. Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'était un peu résumer la production du film et l'histoire du film tout simplement. Je viens tout juste de commencer à développer mon avis. Mais donc du coup, voilà, sache qu'il y aura des spoilers. Salut Xavier. Ah oui, merci Captain Jim, tu faisais le résumé. Et oui, j'y venais absolument, Bates Channel. Alors attends, parce que du coup, donc je finis juste là-dessus. Ensuite, j'arrive sur les jumpscares. Donc je trouvais, voilà, dans tous enfin les deux Lannon, je vais pas développer, putain, je suis désolée, mais j'ai vraiment débouché. Dans les films Lannon, il y a énormément de choses que je pourrais dire sur ces films. Bon, on a déjà fait avec écran large un podcast sur le Conjuringverse, donc je vais pas trop développer. Mais c'est que, entre autres, il y a vraiment un gâchis total du décor, et notamment la Nonne 2, alors qu'ils ont l'air d'être dans un joli couvent et tout. Il y a vraiment quoi? Il y a un couloir du cloître qui est filmé et une ou deux pièces, mais c'est vraiment. Le décor est sous-exploité. En plus du fait que la mise en scène n'en fait rien, même sans mise en scène, je veux dire, la caméra est même pas posée à des endroits où on peut juste un peu voir les choses, et c'est pathétique, il n'y a aucune majesté qui est donnée à l'endroit, enfin vraiment on n'en fait rien d'un point de vue narratif ou cinématographique, donc c'est absolument frustrant et terrible. Euh, D'accord, Nebland, bah écoute, très bien. Merci en tout cas. Euh, donc, donc je me disais, ok, il y a une vraie utilisation du décor, il y a un vrai... je pensais pas que ça allait être cette photo, attends, je vais mettre un truc avec du décor plutôt, je reviendrai sur des autres photos après. J'en ai pas d'autres. Bon, ah là, c'est pareil, il y a quand même... c'est pas si original que ça comme plan, mais il y a une volonté d'utiliser l'espace et la perspective, etc. Voilà, bon, bref. Donc je me disais, au moins, ça fait quand même deux éléments qui sont nettement supérieurs au film La Nonne, sachant qu'il y a assez peu de films d'horreur de nonnes que je trouve réussis. Je me disais, ça part bien. Et après, effectivement, plus ça va, et plus il y a des jumpscares. Alors,
un ou deux, moi je suis jamais contre, je trouve pas Puis alors ce qu'on appelle jumpscare, ça dépend, parce qu'il y a des jumpscares qui peuvent être vachement bien, mais souvent ça a une connotation très négative, parce que c'est un peu comme ça qu'on résume, on va dire, tous les moments où un film va essayer de vous faire peur de manière totalement artificielle dans le récit, euh, et plus que grâce à une apparition à l'écran, surtout à travers un son qui est en fait complètement extra-diégétique. Parce que souvent, même si c'est un cri de corbeau, enfin un miaulement de chat ou whatever, ou quelque chose qui tombe, en général, vous allez avoir la musique derrière qui va en rajouter des caisses sur. Enfin voilà, vous allez avoir un son hyper strident ou hyper fort en tout cas, qui va vous faire sursauter, mais du coup qui va pas vous faire peur, mais qui va juste vous surprendre. Et encore une fois, de manière totalement artificielle, pas du tout avec des moyens cinématographiques un peu nécessaires à ce qui se passe, nécessaires à l'action. Donc c'est vrai que ça se fait énormément. Encore une fois, il peut y avoir de bons jumpscares, mais voilà, ce genre de jumpscare extrêmement low cost, on va dire, et très artificiel, et bah ça se fait énormément. Il y en avait beaucoup dans les films Lannon, et là, effectivement, au départ, il y en a un, deux, on se dit bon, ok, bon, c'est pas grave, on pardonne. Et en fait, petit à petit, ça s'accumule, et on se dit ah, putain, c'est dommage quoi. Ça vient, même si encore une fois, moi j'aime vraiment bien la première partie du film, ça finit par polluer la chose et par chipiser l'ensemble du film, et c'est dommage, entre autres. C'est pas le seul défaut, loin de là, mais voilà. Ouais, c'est ça, Robo Sensei, c'est agressif sans beaucoup d'intérêt. Oui, les images sont assez belles pour le coup, vraiment visuellement le film il se tient, hein. Franchement ça c'est agréable, ne serait-ce que pour ça, enfin je veux dire, encore une fois, la photographie et la mise en scène de ce film à côté de La Nonne, ça n'a rien à voir. Et je vous déconseille pas du tout d'y aller, hein. Franchement je pense que c'est un film qui vaut le coup pour plein de raisons. Peut-être que vous n'aimerez pas 100% comme moi, mais je suis contente de l'avoir vu. Je pense que aujourd'hui dans l'histoire du film d'horreur c'est intéressant parce que ça fait un moment en fait qu'on connaît une sorte de revival, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler la nunsploitation. Alors moi c'est un sujet que je connais pas bien. Je vous renverrai dans quelques jours sur écran large, paraîtra un dossier écrit par mon collègue Mathieu sur la nunsploitation, qui est donc tout simplement les films d'horreur un petit peu low cost, en tout cas les films de genre, qui exploitent du coup, en tout cas, enfin qui misent sur un univers de couvents et de nonnes, et en fait enfin voilà, qui vont développer des histoires plus ou moins racoleuses autour de nonnes, et enfin d'un environnement clérical. Et oh, j'essaye de vous lire juste en attendant. Il y a les bons et les mauvais jumpscares, oui c'est ça. Nanana. Ah, ils sont déjà sortis. Il est déjà sorti sur les nonnes. Ah bah alors attendez, est-ce que... Parce que je crois que j'avais pas réussi à le trouver. Est-ce que c'est bien celui que Mathieu a écrit? Bah oui, ah bah c'est ça, bah il a été publié il y a 2 jours. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le retrouver tout à l'heure. Donc il est déjà publié. Donc voilà, Mathieu, il s'y connaît beaucoup mieux en exploitation que moi, tout simplement parce que pour écrire ce dossier, il a dû se remanger des films de nonnes là, les derniers jours, il arrêtait pas de regarder ça. Donc donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire ce qu'il a écrit. Mais donc la non-exploitation, ça existe depuis très longtemps. Il y a énormément donc, de films de genre très bis qui se sont développés autour de ces esthétiques-là, de cet univers-là, depuis quasiment toujours. Alors c'est vrai que moi, les deux qui me reviennent toujours à l'esprit, parce que je suis pas très non-exploitation, c'est Le Narcisse Noir, de Michael Powell et Emmerich Pressburger, donc, qui a été réalisé en 1947, avec Deborah Kerr dans le rôle principal. Et évidemment, Les Diables de Ken Russell, qui est sorti en 1971 avec Oliver Reed et Vanessa Redgrave. Les deux sont déjà assez malsains, un peu déprimants. C'est-à-dire que ça donne souvent lieu à des histoires assez malsaines, la non-exploitation, je trouve. Et d'ailleurs, Mathieu en parle dans le dossier. C'est vrai que, enfin, il nous parlait un petit peu sur les pauses de midi des films qu'il regardait pour la non-exploitation. C'est vrai que c'est des films qui reposent énormément sur des histoires de viol, parce que je pense que les nonnes, le principe des nonnes qui font vœu d'abstinence, ça déclenche des fantasmes déviants chez certaines personnes et qui ont besoin de l'exprimer dans des formes quasi pornographiques et violentes. Bref, du coup, c'est pas un univers qui m'intéresse énormément, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, ça existe un petit peu depuis toujours. Et donc, ce film-là, voilà, alors parce que du coup, il y a quelques mois, il y a aussi le film de Paco Plaza qui est sorti qui s'appelait. Putain, il avait un. Excusez-moi, faut que je recherche. Il avait un titre à la con en français, je crois, parce qu'on est nul pour les titres de films d'horreur. Blablabla. Excusez-moi, je cherche. Ah, Les Ordres du Mal. Les Ordres du Mal qui est sorti sur Netflix.
Ah oui, vous, Robo Sensei me le disait dans le chat. Les Ordres du Mal qui est sorti sur Netflix, où là c'est pareil, on est vraiment un petit peu dans la non-exploitation, en moins genre peut-être parce que le film est vraiment pas gore, Les Ordres du Mal. Et moi je le trouvais pas terrible, mais là c'est pareil aussi, c'est sur une nonne gentille et des nonnes méchantes, et il y a une histoire de viol, et il y a de. Enfin bref. Et là aussi une très mauvaise utilisation du décor, enfin bon bref. Il était vraiment pas spécialement intéressant ce film. En tout cas, vous pouvez toujours le voir sur Netflix si vous le souhaitez. Et donc ici, ce qu'aime Mathieu dans Immaculé, et je trouve qu'il a raison, c'est qu'en fait, le film, pour un film de grande distribution, assume d'aller vraiment dans des aspects extrêmement bis et extrêmement violents qui rappellent justement un petit peu l'ancienne non-exploitation et qui sont pas inintéressants. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je m'étais pas tellement fait la remarque en sortant du film parce que après tout c'est en termes de violence et d'extrêmes dans lesquels il va, c'est pas si différent de ce que plein de choses qu'on peut voir dans des festivals où les films sont beaucoup plus libérés, on va dire, que dans la grande distribution. Et en fait, Mathieu, il m'a dit, mais quand même, pour un film d'horreur, c'est fou tout ce qu'il ose faire d'un point de vue gore et d'un point de vue bis et tout. Et c'est vrai qu'il y a une scène de torture, il y a la scène où la nana, elle se fait couper la langue, où on voit, la scène est vraiment assez explicite, on voit bien ce qui se passe. Il y a le fait qu'elle écrase son bébé avec une pierre à la fin, enfin son bébé si on veut, même si on voit pas exactement le corps du bébé être écrasé, on comprend ce qui se passe, il y a énormément de sang, il y a plein de trucs en fait qui sont trash, qui sont un peu too much et qui vont à fond. En tout cas, le film est vraiment généreux là-dedans. Je crois que ça fait partie des choses que Éléonore de la sororité a beaucoup aimé aussi. Euh, il y va à fond et ça c'est assez chouette, surtout que sans tomber dans les pires travers de la non-exploitation, encore une fois, la quasi pornographie qui repose essentiellement sur la violence sexuelle faite aux femmes. euh, Bah, il y va quoi. C'est un vrai film d'horreur. Je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, on y reviendra que Sidney Sweeney ait choisi de produire ce genre de film. Et donc, ça, c'est assez satisfaisant. C'est plutôt cool. Mais comme je vous le disais, bon, je trouve que c'est un peu du bonus par rapport à un scénario qui se tient pas énormément. Qui a un squelette qui se tient pas très bien. La photo est magnifique, nous dit Xavier. Ouais, encore une fois, ouais, la photographie du film, elle est vraiment bien. Le thème de la nonne dans les djali. Je sais pas s'il y a beaucoup de djali qui se passent dans des couvents, peut-être. Mais c'est vrai qu'en général, on parle vraiment de non-exploitation spécifiquement pour les films de nonnes, entre guillemets. Mais du coup, c'est vrai que ces derniers temps, entre les deux, la nonne, euh, les ordres du mal et Immaculée, et d'autres trucs, hein, bien sûr, c'est vrai que la non-exploitation moderne, on va dire, se porte bien. Non, c'est pas Elevated Horror, Xavier. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement un faux terme, Elevated Horror. On pourrait faire tout un stream consacré rien qu'à ça, mais Elevated Horror, encore une fois, ça part du principe que désormais, il y a de l'horreur intelligente qui existe parce que c'est de l'horreur contemplative et pas trop gore et pas trop plein de trucs. Or, en vrai, l'horreur qui n'est pas trop gore, ça a toujours existé, et l'horreur intelligente, ça a toujours existé, et notamment l'horreur gore intelligente, ça a toujours existé aussi. Donc c'est un terme un petit peu fallacieux, on va dire, mais dans le sens caricatural de Elevated Horror, où ce serait du coup de l'horreur intellectuelle, intellectualisante même à l'image, avec une mise en scène extrêmement pas cryptique, mais enfin un peu opaque, très auteur, avec très peu d'effets, enfin justement pas tellement rentre dedans. Enfin si, le film est vraiment rentre dedans. Je pense pas qu'il rentre dans la définition de Elevated Horror tel qu'on peut l'entendre, surtout qu'en plus finalement, même si il a des départs de réflexion qui sont passionnants, en soi il pousse pas trop la réflexion. Au final, le film est pas très intelligent lui-même. Euh, Ah, je comprenais pas ta blague, Captain Jim, oui, d'accord. Elevated Horror, les ascenseurs, tout ça. Malone, qui nous dit que l'Elevated Horror, c'est un gros terme de bourgeois classiste, et un petit peu de ça, c'est vrai. C'est un peu le. Pourtant, j'utilise aussi le terme de Elevated Horror régulièrement, même si à chaque fois j'apporte des nuances, parce que on voit tout de suite ce que ça veut dire, que parfois ça facilite un peu le dialogue, mais c'est vrai que il y a vraiment un côté genre les gens qui au départ n'aiment pas l'horreur, qui méprisent l'horreur et qui tout à coup disent Hmm, bon, ok, Robert Eggers, ça ressemble suffisamment à du film auteur, on va accepter. Mais du coup, ce sera de l'Elevated Horror, comme ça on n'aura pas honte de dire que c'est bien. Bref, Robert Eggers ou Ari Aster ou ce que vous voulez. Euh, au départ, le film devait se situer en Irlande, nous dit Delirium Bear, qui a une longue tradition de catholicisme malsain et d'exploitation des femmes. C'est vrai.
Ah ouais, bah, par contre, je savais pas qu'il voulait placer le film là-bas. Mais la théâtralité des décors italiens a finalement redirigé sur un autre pays. Bah oui, en même temps, c'est vrai qu'encore une fois, voilà, les décors, ils les utilisent vraiment. Donc c'était intéressant, je pense, comme choix. Je vais vous mettre un peu d'autres photos pour changer. Encore une fois, les photos, je les ai pas. C'est vraiment juste histoire de vous illustrer les choses, hein, mais j'ai pas prévu de discours spécifique aux photos. Donc pour continuer un petit peu sur mon avis, oui, pour parler aussi des choses qui sont mises en place et qui malheureusement ne servent à rien, il y a la première scène, la toute première scène, c'est une nana qu'on reverra pas par la suite, enfin une nonne du coup, qui est dans ce couvent, une jeune nonne, qui essaye de s'échapper, qui est rattrapée par des figures encapuchonnées, donc elle essaye de s'échapper la nuit et tout, on pense qu'elle a réussi à sortir, puis en fait non, et du coup elle est capturée, et on se rend compte qu'elle est enterrée vivante. C'est une scène qui est moyennement efficace en elle-même, mais qui met dans l'ambiance, on va dire, genre, ok, on se dit, dans ce couvent, ça ne va pas du tout. Ça donne un peu le ton du fait que, bah, évidemment, Sydney Sweeney va débarquer dans un environnement qui, au départ, lui plaît à peu près, mais évidemment qu'on sait qu'il y a des choses qui se cachent, et que, voilà. Et en même temps, ce principe d'enterrer vivant, enfin, plus jamais après dans le film, je crois, à moins que j'ai loupé des choses, on ne saura qui était cette nana, on ne la reverra pas, du coup, puisqu'on suppose qu'elle est morte dans son cercueil sous terre. Et ce principe d'enterrer les gens vivants, c'est pareil, je crois qu'on... Ah... Non, oui, on n'y revient pas. Parce qu'autant à la fin, quand elle se balade dans les catacombes, elle tombe sur le corps de son ami qui s'est fait couper la langue et tout, mais le corps est pas enterré, il est pas dans un cercueil. Donc, on va dire que c'est très approximatif comme manière de tisser des liens entre les éléments de l'histoire. Et du coup, encore une fois, c'est difficile de construire une réelle progression vraiment efficace, vraiment graduelle comme ça, dans le dans l'horreur et dans tout en fait, quand en fait les marches elles sont pas en face les unes des autres, si vous voulez, quelque part. Donc c'est compliqué de monter les escaliers et de kiffer le faire quand les choses se répondent pas de cette manière. Donc on reçoit les éléments comme ça, on les aime plus ou moins bien. Il y en a qu'on aime, il y en a que bon, oui, si on veut, il y en a qu'on n'aime pas, mais les liens entre eux, bah c'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait j'ai du mal à savoir ce que je pense du film, parce que entre les choses que j'aime beaucoup et les choses que j'aime vraiment pas, il y a tellement peu de liens que je sais pas comment les rassembler, je sais pas comment arrêter un avis définitif sur le sujet. Mais bref, parfois quand j'en parlais avec Mathieu quand même, qui me disait tout ce qu'il aimait dans le film, ou avec Antoine, je me disais oui non c'est vrai que quand même, hein, quand même c'est bien, ou quand j'écoutais la critique d'Éléonore, et, et quand je parle avec des gens qui l'aiment pas, ou juste quand je laisse mon cerveau mariner tout seul sur le film, j'ai dit ouais quand même c'est pas bien. Donc bref, voilà, d'où que je n'ai pas encore arrêté mon avis. Mon avis sur l'histoire qui se passe dans ce couvent où je n'ai jamais vu autant de nonnes qui soient toutes super. Elle est où Voilà. Genre elle, par exemple, qui est absolument magnifique, c'est toutes des mannequins, les nonnes. Enfin bon, c'est pas hyper surprenant de la part d'Hollywood, mais bon, quand même. Je vous lis un peu. Ouais, Kaminski, si tu parles de la première scène que t'avais complètement oubliée, mais moi aussi, en fait, c'est parce que j'ai voulu me remettre l'histoire en tête avant de vous parler, que j'ai relu le plot sur Wikipédia, et je me suis dit, ah putain, mais oui, cette première scène, j'avais complètement zappé. Si on l'a tellement oubliée aussi, alors non seulement ça démontre le fait qu'elle n'est pas extrêmement efficace par elle-même, mais aussi parce qu'elle n'a aucun poids dans le film, elle ne sert à rien, si ce n'est de dire qu'on a une séquence d'ouverture qui permet de pas griller tout de suite le personnage principal et qui juste nous plonge dans une ambiance horrifique, on va dire, mais c'est tellement gratuit, quoi. Encore une fois, c'est un peu comme les éléments de fantastique du film, quoi. Captain Jean, tu dis oui, tu la trouves pauvre en horreur cette scène, ouais, c'est vrai. Oui, parce que, encore une fois, la manière dont sont mises en scène les figures encapuchonnées qui arrivent, enfin, il y a un peu de trucs, mais c'est mid. Vraiment sur cette scène, c'est timide, on va dire. Elle est pas très frappante pour une scène d'ouverture qui voudrait nous mettre directement en tension, on va dire. Une mère porteuse potentielle précédente, I guess, tu dis Captain Jean, ouais, mais en même temps, du coup, si elle était déjà porteuse, ils l'enterreraient pas, ils attendraient de voir que la grossesse ne va pas à terme, tu vois, enfin, je sais pas. Et oui, et exactement, ça s'ajoute à la liste des trucs stylés qui sont finalement que dalle, c'est exactement ça. Euh, à Manolife, tu confirmes, oui, on ne revient ni sur la fille au début, ni sur le fait d'être enterré vivant, ouais. Alors Kaminski, tu dis, parlons de ça, il y a que moi qui ai eu l'impression que le mec voulait rendre Sydney Sweeney sexy en nonne avec des scènes de t-shirt mouillé. Ah, tu veux dire quand elle se baigne là? Oh, je sais pas.
J'exagère, mais j'ai vraiment ce sentiment-là avec des toches trempées. Je me dis, attends, le réel me prend pour un con là. Je sais pas, c'est toujours un peu bizarre. Je suis pas sûre de l'avoir ressenti dans la mise en scène, parce qu'il y a toujours le côté genre à quel point la caméra, est-ce que la caméra va sexualiser le personnage ou l'actrice gratuitement, et le fait aussi que parfois tu peux montrer des personnages féminins avec des toges mouillées ou whatever, tout simplement parce que c'est dans l'histoire, et ne pas en arriver non plus à censurer le corps féminin, tu vois. Je sais pas, c'est possible. Après, de toute manière, l'argument Sydney Sweeney, enfin, comme je disais, avec le fait que toutes les nonnes ressemblent à des mannequins et tout, bon, c'est sûr qu'ils ont envie de jouer sur les physiques aussi, un minimum, mais je veux dire, malheureusement, tout Hollywood le fait. Donc, je sais pas, il faudrait que je le revoie sur cette question précise-là, mais c'est possible. Oui, oui, non, attends, Captain Jim, je vais y venir sur le débat Twitter et je te prie autant que tu veux d'intervenir à ce moment-là. Je vais y venir. En gros, voilà, bon, peut-être que je vais pas. Ah oui, si, si, je veux encore parler de mon avis parce que il y a la scène. Ah oui, il y a une scène que je trouve décevante là, cette image m'y fait penser. La scène du cauchemar aussi. Alors, on a l'impression que je dis que des trucs négatifs, mais c'est pas vrai. Enfin voilà, j'ai vraiment insisté sur le fait que j'avais beaucoup aimé les éléments fantastiques et vraiment le départ de réflexion sur la nature de la religion, de la foi. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve pas ça abouti. Le truc autour de la relique, le fait qu'au départ, on a l'impression que ça part d'une fascination, d'un pouvoir mystique, pour ensuite être quelque chose de purement, au contraire, un rapport entièrement scientifique. Je trouve ça vachement bien aussi. Je trouve ça juste pas super bien raconté. Je trouve ça un peu trahi par la narration, on va dire. Donc je trouve ça dommage. Mais donc là, cette photo me fait penser à la scène du cauchemar, du coup. Du cauchemar où, du coup, je vous ai montré aussi voilà, cette photo avant, là. Donc où le personnage de Sydney Sweeney commence à imaginer différents trucs. Et on se rend compte petit à petit, en fait, que ouais, c'est un peu dans son esprit, on va dire, les trucs chelous qui se passent. En même temps, c'est pas avoué non plus. Mais en gros, c'est un peu après ces scènes de cauchemar qu'on abandonne, en gros, on va dire, la piste fantastique. Kaminski, tu dis, je sais que le thème de l'érotisme sur la non-exploitation sont souvent là, mais dans ce film, c'est pas amené et très gratuit. Ah, peut-être. Le film est vraiment mais il y a de bonnes choses et de mauvaises choses, mais ça rend le truc frustrant. Oui, bah ça, c'est sûr que c'est très frustrant, de toute manière. Et Captain Jim dit qu'il a pas trouvé ça gratuit. Ouais, je sais pas. Parce que, bon, c'est sûr que ça fait partie de la non-exploitation, de toute manière, de jouer sur l'aspect sexuel. Sexuelle ou violence sexuelle, hein, parce que ça me perturbe. Enfin, là, il n'y a pas de violence sexuelle dans ce film-là. Enfin, il y a de la violence gynécologique par définition et de la violence tout court, mais pas tellement de violence sexuelle en soi. Parce que beaucoup la non-exploitation et énormément de films de bis et de films d'horreur et de films tout court confondent sexualité et violence sexuelle, alors qu'encore une fois, la violence sexuelle n'a rien à voir avec un rapport sexuel normal, comme le dit la citation Facebook que ressortent beaucoup de comptes de boomers. C'est pas parce que tu donnes un coup de pelle à quelqu'un que tu dis que t'as fait du jardinage. C'est pareil, la sexualité et les violences sexuelles, c'est pas la même chose. Euh, donc bref. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on pour être un vrai film de non-exploitation comme l'est celui-ci, ouais, fallait qu'il y ait un minimum de nudité peut-être. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit si pire dans celui-là quand même. Bon, bref, je me perds un peu dans ce que je voulais dire. Oui, parmi les trucs sous-exploités, il y a la scène des catacombes. Parce que au début du film, il est teasé le fait qu'il y a des catacombes dans le couvent. Au moment où il y a une nana super rigide qui fait visiter le couvent à Sydney Sweeney, elle dit oui, par là, ce sont les catacombes, mais absolument personne n'a le droit d'y aller, c'est off limits et tout. Et Sydney Sweeney, elle dit ah. Et là, on se dit oh, va y avoir des trucs dans les catacombes, ça va être incroyable. Alors moi, tout ce qui se passe dans les catacombes, j'adore. J'adore me balader, moi, dans les catacombes de Paris. J'adore le film d'horreur catacombe, que tout le monde déteste, moi je l'adore. Bref, tout ce qui. J'adore les photos de catacombes, j'adore. Bref, j'adore les catacombes. Et. Et du coup, quand elle dit ça, moi je me dis putain, ça va être génial, va y avoir un super truc. Non seulement on a le couvent, alors c'est vrai que moi, toutes les bondieuseries au cinéma, ça dépend comment c'est mis en scène, mais je peux y être très sensible. J'aime voilà, tout ce qui est esthétique du couvent, genre la foi, pas la foi, gna, les sacrifices, gna. Bref, avec tout l'aspect en plus torture de la chair en général qui va avec, ça me plaît. Alors je me suis dit, en plus, s'il y a des catacombes derrière, ça va être trop bien. Et en fait, cette histoire de catacombes, on n'en reparle pas du tout de tout le film. Narrativement, ça n'a aucun intérêt. Et à la fin, vraiment à la toute fin, on a donc cette scène malgré tout qui se passe dans les catacombes quand elle s'enfuit.
où là, en fait, le décor est vachement bien parce que c'est il y a assez peu de squelettes ou de corps, il y en a un petit peu, mais très peu. C'est surtout juste des couloirs un petit peu creusés dans la terre, comme ça. Et en fait, évidemment, il fait noir total, et elle, avec elle, elle a genre une torche, enfin une bougie ou je sais pas quoi. Euh, Et oui, Delirium Bear, absolument, je suis fan de Catacombes, exactement. Je vais bientôt... C'est un peu trop tôt pour que je communique officiellement sur le sujet, donc je vais pas trop développer. Mais il se peut que bientôt, j'ai de nouveau, enfin pas bientôt d'ailleurs, mais à la rentrée prochaine, après l'été, j'ai de nouveau un format ciné-club quelque part dans Paris, dans un cinéma que je ne citerai pas du coup puisque rien n'est officiel pour le moment. Et parmi les films que j'aimerais passer, bah écoute, j'aimerais beaucoup passer Catacombes. Mais sinon, peut-être, si jamais ça ne se fait pas, peut-être que je ferai un stream dessus, ou même si ça se fait d'ailleurs. Bref. Euh... Robo Sensei, tu dis, mais se balader dans les catacombes, en vrai, c'est flippant. Oui, c'est flippant si t'es tout seul, mais en fait, déjà, il faut absolument pas y aller tout seul parce que déjà, tu te perds et que ça peut être super dangereux. Enfin, en tout cas, les catacombes de Paris. J'espère que aucun flic n'écoute ce live parce que c'est interdit. Mais voilà, quand t'y vas, il faut que t'y ailles avec des cataphiles. Euh, Parce qu'il y a les catacombes officielles où tu payes ton entrée, là, les trucs avec tous les os bien rangés sur les murs et tout, voilà, où tout est en os, machin, machin. J'ai jamais visité d'ailleurs. Donc tu payes ton entrée et tu visites ça avec un guide, avec comment dire, un petit groupe de touristes, whatever. Et donc il y a les catacombes officieuses, donc du coup, qui est tout un réseau dans le sud de Paris, enfin sous la terre, un réseau souterrain, où là, tu peux, bah, il y a des entrées secrètes dans lesquelles enfin, par lesquelles tu passes, donc c'est absolument interdit. Et là, en général, on y va du coup avec un équipement complet, parce que c'est plein de boue et plein d'eau et plein de ce que tu veux, mais un équipement en style un peu type spéléologie, enfin pas du tout avec le même matériel, on va dire, mais voilà, et avec lampe frontale et compagnie. Et là, du coup, c'était très long réseau de couloirs, parfois avec des murs sur le côté, parfois qui sont vraiment plutôt en argile, en terre, whatever. Donc parfois c'est inondé, parfois c'est pas inondé. Parfois il y a des très grandes salles dans lesquelles il y a plein de peintures. Parfois il y a aussi des salles dans lesquelles il y a plein d'os qui sont pas tout bien rangés et tout. Là pour le coup c'est vraiment plutôt des tas d'os et de crânes et de voilà. C'est un peu plus rare, surtout qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent visiter et qui repartent du coup avec des ossements en souvenir, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Et cataflique. Euh, et donc, oh. Et donc, bref, je m'étais dit, ça va être super cette séquence. Et en fait, bof, parce que ça commence bien. La manière dont elle commence à zigzaguer entre les couloirs, et en fait, on voit que sa lumière, elle éclaire un peu, mais pas loin dans le couloir, et qu'en fait, à chaque fois qu'elle tourne quelque part, en fait, le couloir est, enfin, l'horizon est complètement noir, et qu'on sent qu'il y a des cavités partout pour qu'il y ait des corps, et en même temps il y en a pas, on s'attend à ce qu'il y en ait à un moment donné, au bout d'un moment il y en a un peu, mais c'est pareil, ça fait pas très peur comme scène. Et en fait ça dure très peu de temps. Ça dure très peu de temps parce qu'elle est assez vite. Enfin, en fait, on rêve dans ce genre de scène, même si c'est classique, on rêve qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui surgisse du noir, ou quelque chose une forme qui passe au fond dans un couloir comme ça. Et ça n'arrive jamais. Donc non seulement la scène est courte, mais en plus, malgré tout, le décor, on a juste le temps de comprendre qu'il est génial et qu'il a plein de possibilités pour qu'on n'utilise pas ses capacités, enfin, ses possibilités. Donc bah c'est pareil, frustrant quoi. Là aussi on se dit genre ah ouais trop bien et finalement oui tout juste pas mal. Donc bon, frustrant. Et à la fin, la fameuse séquence style Rosemary's Baby. Alors Rosemary's Baby du coup je résume vite fait pour les gens qui l'ont pas vu. Alors là du coup désolé aussi spoilers pour Rosemary's Baby. Donc le film de The Infamous Pedophile Roman Polanski. Euh, et ben à la fin, parce que du coup là c'est l'histoire donc Immaculée un petit peu inspirée de ça, on va dire, enfin je pense en tout cas ça y ressemble. C'est l'histoire de Rosemary qui est pas du tout une nonne, mais qui est du coup une jeune femme interprétée par Mia Farrow, qui vit à New York avec son mari interprété par John Cassavetes, et elle tombe enceinte, elle pense que c'est de son mari, mais sauf qu'elle fait énormément de cauchemars et qu'en fait on comprend petit à petit que c'est plutôt une secte dans laquelle en fait sont ses voisins qui sont bizarres depuis le début, qui l'a prise pour cible pour en fait qu'elle mette au monde l'antéchrist. Et donc ils ont en fait sur elle performé, enfin en tout cas fait des cérémonies sataniques pendant lesquelles elle était droguée, mais pendant lesquelles en gros elle a été violée et mise enceinte par le diable en gros. Et donc à la fin,
Elle donne naissance à l'antéchrist, et au moment où son mari lui explique tout, elle va dans la pièce où tout le monde est autour du berceau pour voir à quoi ressemble son bébé. Et en fait, on n'a que son regard. Quand elle tourne le berceau vers elle, il n'y a que son regard qui fait qu'on comprend que le bébé est absolument atroce, mais on ne voit pas le bébé. Et ça fait partie des choses qui ont rendu le film très célèbre, parce qu'en fait, cette scène a terrifié énormément de gens. Le fait d'être sur son visage à elle et de ne pas voir justement ce qu'elle voyait, parce que du coup, évidemment, que du coup, les gens projetaient ce qu'il pouvait y avoir de pire dans leur imagination, ce qui parfois est beaucoup plus fort que de montrer quelque chose. Alors ça dépend un peu les deux écoles, mais voilà. Et donc là, c'est vraiment un peu le même principe. Sauf que dans Rosemary's Baby, elle n'écrase pas son bébé avec une pierre, alors que là, c'est le cas. Et donc, cette fin, qui est vraiment too much, pleine de sang, et on est sur des gros plans de... Est-ce que j'ai pas des photos de la fin? Je me rappelle plus. Euh, On est sur des gros plans de Sydney Sweeney qui... Non, j'ai pas. Euh, Bon, ça c'est pas la fin, mais il y a du sang, hein, je vous le mets quand même. Aucun rapport. Il y a donc des gros plans de Sydney Sweeney qui est face caméra et qui hurle et qui est pleine de sang et qui pleure et qui a de la morve qui coule et de la bave et tout dans la liquéfaction, on va dire. Donc cette scène est super bis, comme le dirait Mathieu, il a raison. Super gore, généreuse dans le jeu. Encore une fois, elle hurle et tout, dans tous les codes du genre, on va dire. Voilà. On y va à fond, et en même temps, moi je trouve que cette espèce de surenchère d'arguments un peu choc, c'est pareil, en fait, je la trouve un peu gratuite, parce que sur ce dernier segment, on est encore parti dans tellement de pistes assez peu exploitées, assez peu approfondies, qu'en fait, c'est vraiment genre j'ai une idée, oui, ok, tu la mets, mais flemme, attends, j'ai une autre idée, attends, j'ai une autre idée, attends, j'ai une autre idée. Et donc il y a plein de départs de feu comme ça, mais il y en a aucun qui est réellement entretenu. Et du coup, à la fin, c'est un peu genre, moi j'étais saoulée, quoi. J'étais genre, ouais, cette scène est marrante et fun dans son jusqu'au boutisme, et en même temps, elle me raconte pas grand chose à ce stade. Elle me raconte vraiment plus grand chose, si ce n'est qu'elle a pas envie d'élever le fils. Enfin, non, pas le fils du diable, c'est pas Rosemary Baby du coup, mais cette espèce d'abomination qu'on lui a mis dans le ventre de force, et qu'elle le tue parce que le truc a pas l'air viable. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça me raconte de plus? Qu'est-ce que. Donc du coup, oui, on essaye un peu de colmater le fait que ce soit relativement vide, en mettant plein de sang, en mettant des hurlements, en mettant des trucs dégueux, en mettant le fait qu'elle écrase son bébé avec une pierre et qu'on le voit venir et que ça insiste. Moi, je pensais même au départ que la scène s'arrêterait plus tôt et que juste on comprendrait qu'elle allait le faire, ou alors qu'on allait laisser en suspens cette interrogation de est-ce qu'elle va le faire ou pas. Ou alors je pensais aussi peut-être qu'on allait nous montrer le bébé justement pour ne pas faire Rosemary's Baby. Et bah en fait, si, on va jusqu'au bout, donc on laisse pas la porte ouverte, on montre pas le bébé, et du coup, tous les chemins que j'aurais trouvé intéressant de prendre, bah on les prend pas. À la fois, on est généreux parce qu'on donne le plus facile qui est à donner, le plus obvious, le plus choc, entre guillemets, au public, enfin, sauf le fait de pas montrer le bébé, du coup. Et en même temps, bah voilà, je trouve que du coup, ça démarque pas le film de quoi que ce soit, et que donc du coup, oui, je vois bien les aspects cool de ça. En même temps, je vois surtout les aspects négatifs. J'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai pas été convaincue. Je vois bien pourquoi les gens autour de moi qui ont aimé ont aimé. Je peux pas leur en vouloir, mais moi, bof. Je vous lis un peu parce que ça fait un moment que j'ai pas lu. Kaminski qui dit en gros, ah non attends, avant les blondes, mais il se passe rien du coup dans la scène des catacombes, juste elle marche dans des couloirs sombres. Non, il se passe pas rien, il y a le prêtre qui la poursuit, donc qui est à moitié cramé du moment où elle a foutu le feu au laboratoire. Au départ, il la trouve pas, on a l'impression qu'il va surgir, puis il surgit pas, mais le suspense c'est pas extrêmement bien géré. Puis il la retrouve, puis ils se battent, en gros, elle le massacre, je sais plus, genre elle l'éventre ou elle l'égorge ou je sais plus. Du coup, elle est couverte de sang, et voilà, et ensuite elle sort, on a l'impression qu'elle va pas réussir à sortir avant de donner naissance, mais finalement elle réussit tout juste à sortir, et elle accouche dehors, je crois que c'est ça. Donc il se passe des trucs, mais l'action est pas super bien développée pour ce que c'est, on se repose vachement sur des ressorts faciles de bon bah on n'a pas réussi à faire peur avec le suspense de ce qui va la trouver et ce qui va pas la trouver, donc du coup on va juste mettre plein de sang et elle l'égorge et c'est dégueulasse et on sait pas lequel va tuer lequel, enfin voilà. Et elle trouve aussi à un moment donné, elle est cachée, elle essaye de pas faire de bruit pour pas qu'il la trouve, et elle s'aperçoit qu'à côté d'elle il y a le corps du coup de la nonne du début qui était plutôt gentille avec elle, qui essayait de la sauver et à qui la langue a été coupée, etc.
Mais encore une fois, c'est vraiment balancé comme ça en mode bonus frisson supplémentaire, mais ça sert vraiment pas à grand chose, quoi. Et même en termes de temps d'écran et de place que ça occupe dans la narration, c'est très bref, c'est très anecdotique, très anodin. C'est dommage. Euh, c'est bien ça quand l'horreur n'est que suggérée. Kaminski, qu'est-ce qui est en plan séquence? La scène dans les catacombes ou la toute fin? Je me rappelle plus, peut-être bien. Amanolaf qui nous dit j'ai trouvé la fin tellement brouillon, j'étais un peu confus sur tout ce qui se passait au final. Bah je suis d'accord, ouais. Moi en sortant, je savais pas. Enfin si, je voyais qu'il y avait des choses que j'avais aimées, des choses que j'avais pas aimées, mais j'étais un peu en mode genre cette fin, j'ai du mal à savoir si c'est hyper cool, fun, enfin gore, fun, enfin voilà, ou est-ce que c'est juste beaucoup trop facile quoi. Et je crois que c'est quand même trop facile. Enfin il y a un peu des deux, mais trop facile. Robo Sensei qui nous dit vu qu'on n'a pas montré le bébé, est-ce que ça peut mener à un second film ou pas? Hmm. Je pense qu'il faudrait que le film fasse un carton pour que ce soit le cas. Et auquel cas, comment est-ce qu'ils exploiteraient ça? Je sais pas. Si le film fait vraiment un carton, je sais pas combien il fait d'ailleurs. Comment ça se passe? Attendez, j'essaye de regarder sur internet si on a un petit peu de chiffres là-dessus. Pa, pa, pa. Mais non, mais pourquoi j'ai laissé ces pages-là ouvertes? On s'en fout. Parce que si le film fait un gigantesque carton, ils trouveront probablement le moyen d'en faire une suite, mais ah bah non, clairement c'est pas un carton, non. Enfin en tout cas là sur le Wikipédia anglais, pour l'instant on est sur 9 millions de budget, ce qui est un petit budget, hein, c'est vraiment du budget film d'horreur, hein, c'est sûr. Et 6,2 millions de box-office. Donc ça fait très mal, ça fait très très mal au cul. C'est pas un succès du tout, du coup, même si l'exploitation sale n'est pas finie, bien sûr. Si ça se trouve, il y a encore des pays dans lesquels ils doivent sortir. Je vais voir sur Mojo Box Office ce que ça dit en termes de sortie. Euh, Parce que si ça se trouve, il y a encore des gros pays dans lesquels il doit sortir et dans lesquels il ferait un carton. Mais si aux États-Unis, si avec une sortie déjà aux États-Unis, ça n'a pas donné plus que ça me semble compliqué. Alors, Immaculate, nanana. Ah ouais, il est pas sorti. Il est pas sorti dans beaucoup d'endroits. Il est sorti qu'en France, en Europe, dites donc. Qu'en France et en Asie, il est sorti en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, à moins qu'il fasse de grosses sorties, genre, mais en même temps, je vois pas quelle autre grosse sortie il pourrait avoir. Du coup, est-ce qu'il va sortir en Espagne, en Italie, tous les pays très cathos? Je sais pas, ce serait intéressant. Ça se trouve, il fonctionnerait là-bas. Ou alors, au contraire. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, à ce stade-là, si à ce stade de la sortie américaine, il en est que là en termes de box-office, c'est sûr que c'est un gros plantage. Donc, il y aura pas de suite, c'est sûr. Parce que c'est con, hein, mais souvent, les suites ne tiennent qu'à ça. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a ramené du fric ou pas? En l'occurrence, c'est absolument pas le cas. Donc, voilà. Salut Madouk. Ah oui, Amanolive qui nous donne les détails. En fait, dans les catacombes, elle lui plante le coup dans le cou et après s'être débattue et s'être fait un peu éventrer. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, moi je me disais, mais à quel moment est-ce que la grossesse continue à ce stade? À quel moment elle est vivante et tout. Mais bon. Delirium Bear qui nous dit juste raconter comme ça me rappelle l'horreur des années 2000 où les réals étaient dans la surenchère de dégueu comme si le but était de juste choquer le plus le public sans lui faire peur. Ouais, non, mais il y a de ça, c'est sûr. L'actrice a dû mettre le cachet de Madame Web dedans. Ouais, non, ouais. Bah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant de s'interroger sur pourquoi ça marche pas. Parce que les films d'horreur, c'est souvent une valeur sûre. Parce que, comme on l'a dit, ça coûte souvent pas cher. Enfin, les gens mettent pas énormément d'argent dedans. Et du coup, en général, ils ont pas trop de mal à se rentabiliser et parfois à vraiment complètement dépasser les attentes. Ça a été le cas de Smile, par exemple. Les derniers Scream ont continué d'être extrêmement rentables aussi. Euh, et en même temps, par contre, les films dans lesquels on met beaucoup de moyens, comme les derniers, le reboot de L'Exorciste, là, se plantent royalement parce que c'est de la merde. Mais par exemple, La Nonne 2, pourtant, Dieu sait si c'est vraiment le pire qui ait pu produire cette saga, il a fait un énorme carton. Donc en fait, c'est pas si souvent les plantades de films d'horreur de ce calibre-là qui peuvent plaire à un grand public, enfin en tout cas un public, ouais, enfin si plus ou moins un grand public. Mais justement, ce qui est intéressant, et là ça me ramène sur ce que me disait Mathieu l'autre fois, en fait c'est rare qu'un film d'horreur de grande distribution comme ça,
Chaque fois, j'ai l'impression de parler d'un supermarché, mais en tout cas, ouais, bien distribué et de grand public de cette manière, soit aussi gore et soit aussi anticlérical, surtout dans une Amérique qui se puritanise de plus en plus, enfin repuritanise. Euh, donc en fait, ça va peut-être avec ça. Parce que Sydney Sweeney, c'est une star. Le film d'horreur, enfin, le film n'a pas coûté très cher comme la plupart des films d'horreur. Enfin, en tout cas, comme beaucoup de films d'horreur. C'est sur les thèmes de la nonne qui fonctionne bien en ce moment. Il est plutôt bien distribué, etc. Enfin, sauf, enfin, en tout cas, dans les pays dans lesquels il est sorti. Donc, pourquoi est-ce qu'il se plante comme ça? Je pense que ce serait intéressant d'ici quelques temps d'essayer d'analyser la chose, d'avoir un peu les retours du public et tout. Bon, là, il est un peu tôt vu qu'il est sorti il y a même pas une semaine. Mais ça a peut-être à voir justement avec le fait qu'il est gore, Ça m'étonnerait que ce soit juste dû au scénario, parce qu'auquel cas, je vois pas pourquoi la Nun 2 aurait fonctionné. Donc. Bref, intéressant, mais ça a peut-être à voir avec la nature même du film et son aspect gore, et peut-être le fait que les fans de Sydney Sweeney n'avaient peut-être pas envie de la voir dans ce genre de film. C'est d'autant plus intéressant qu'elle ait envie de le faire malgré tout et de le produire. Désolée, je me suis rendu compte après que c'était un peu chelou de donner des détails comme ça. Non, bon, ça me là, en l'occurrence, si c'est que de la fiction, ça me dérange pas à Mano Life, t'inquiète. Ah non, la Nonne 2, Kaminski, ça n'a pas du tout été une plantade, ça a été un énorme succès. Attendez, je vais regarder aussi du coup. Vous ranimez ma curiosité. La nonne, gna gna gna. La malédiction de la dame. Non, c'est Sainte Lucie que je veux, moi. Excusez-moi. La malédiction de Sainte Lucie. Voilà, parce que tous les titres, il y a malédiction de quelque chose ou quelque chose du mal. Donc la nonne 2. Ah putain. On est sur 38 millions 5 de budget. Donc millions de dollars de budget. Pour 270 millions de recettes. Donc non, ça a très très bien fonctionné. Donc, on en aura d'autres. Malheureusement. Non, non, il est pas si gore que ça, Kaminski, surtout quand on est habitué à voir des films plus gore, enfin à aimer les films d'horreur, à regarder des choses bien pires que ça. Mais encore une fois, pour un film, parce que tu prends La Nonne, par exemple, mais t'as pas une goutte de sang dedans, en fait. Enfin, quasiment. Enfin oui, d'ailleurs, il y a possiblement pas une goutte de sang. Les films d'horreur beaucoup distribués comme ça, grand public, etc. du moment, ils sont beaucoup plus sages que celui-là en général. Il y avait du sang dans Smile et il y en a dans Scream, certes, mais surtout quand ça touche en plus à la religion comme ça, quand c'est aussi bien distribué, encore une fois, moi je trouve ça plutôt rare. Si je trouve ça, bon, peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas c'est très différent de ce à quoi a pu nous habituer le Conjuringverse. Surtout qu'en plus là on parle d'une menace qui est tangible finalement, comme le montre le twist, alors qu'en plus dans les Conjuring on reste sur des choses fantastiques, etc., qui sont pas trop vraies. Là du coup il y a quelque chose qui vient vraiment torpiller l'institution de l'église, quoi. Mais ça fait peut-être partie des choses du coup qui font que le film n'a pas bien marché, parce que au contraire, L'Anon 2 par exemple, c'est un film super puritain, c'est un film super pro-religion, pro-catholicisme, pro tout ce qu'on veut, mais c'est hyper, c'est même assez réac comme film. Après, on peut très bien être religieux sans être réac, mais enfin, je vais pas rentrer là-dedans. Mais le film est hyper à l'ancienne là-dessus, hyper tradi. Alors que là, du coup, Immaculé, c'est pas un film hyper militant ou quoi, mais clairement dedans, les méchants sont les religieux, quoi. Enfin, l'institution même, enfin le clergé, tout simplement. Donc, ça m'amène tout ça sur la partie Sydney Sweeney. Euh, Ah oui, oui, mais Kaminski, oui, le sang est un élément clé dans la nonne, mais en fait c'est du vin. Ils ont quand même réussi à... Enfin, c'est du vin qui devient du sang si on veut, mais il n'y a pas de blessure, tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, le sang est vraiment pas mis en scène comme du sang pour le coup, c'est vraiment mis en scène comme une eau rouge qui est du vin qui se transforme en sang, mais qui... c'est pas du gore, on va dire. C'est vraiment pas gore. Euh, Faible budget de la com, peut-être aussi Xavier, oui, peut-être que ça peut jouer. Il a une vibe trop européenne pour les Amerlocs et trop Amerloc pour l'Europe, peut-être. Je sais pas, j'aurais du mal à penser que ce serait un vrai problème en l'occurrence, parce que les Américains, ils achètent un peu ils achètent le côté
religion à l'italienne, quoi, le Vatican, tout ça. Enfin, ça me fait penser au film avec Russell Crowe, là. Alors c'est vrai, le film avec Russell Crowe avait pas tant marché en salle, ça avait pas été une grosse plantade, je crois, mais il avait pas tant marché que ça. Mais par contre, il a retrouvé vraiment une belle seconde vie sur Netflix. C'était pas mal de la merde aussi, l'exorcisme du Vatican, voilà. Pour le coup, il avait un peu aussi ce côté genre mi-Europe, mi-États-Unis, mais bon. Mais c'est vrai que là, Immaculé, c'est vraiment un film américano-italien pour le coup, ce qui n'était pas forcément le cas de l'exorcisme du Vatican. Ça m'étonnerait qu'ils aient vraiment été en Europe pour le tourner, mais je suis pas sûre, donc je vais rien affirmer. T'as loupé 30 minutes de La Nonne 2 au ciné, bah écoute, c'est pas grave. C'était beaucoup plus instructif et productif de dormir, je pense, devant ce film que de le regarder, donc il y a aucun souci. Euh, Ah oui, en anglais, c'est vrai que ça s'appelait L'exorciste du pape. En français, c'était L'exorciste du Vatican, ce qui est un peu plus joli, mais ouais, avec Russell Crowe. C'était drôle, mais trop drôle parce que Nanardex, enfin, moi je trouvais ça ridicule. Autant il y en a qui l'ont trouvé vraiment drôle et vraiment malin dans son second degré. Moi j'ai juste trouvé raté, j'avoue, mais bon. Donc, je voudrais aborder la troisième partie sur Sydney Sweeney parce que du coup, moi qui m'intéressais assez peu à cette actrice tout simplement parce que j'avais vu très peu de choses avec elle, mon copain a apporté à ma connaissance ces derniers temps, m'a fait remarquer, j'ai vu passer des gros titres mais j'avais pas trop fait gaffe de ce à quoi il s'agissait, j'ai vu passer des titres sur des articles qui parlaient de la taille de ses seins et je me disais quoi, qu'est-ce qui se passe, enfin bon, j'ai pas voulu creuser parce que ça m'énervait d'avance, et en fait il m'a donc expliqué que récemment elle a participé à une émission du SNL et que en fait apparemment la droite réac américaine s'est enflammée de se dire ah bah voilà vous l'avez dans les dents les woke, là il y a en fait une émission du SNL qui se passe extrêmement bien et qui est vachement fun avec en star une jeune femme qui est blonde, qui a donc une forte poitrine, qui est blanche, qui n'a enfin aucun élément woke en elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle n'est pas, elle est blanche, donc enfin elle n'est pas non blanche, elle est mince, elle est blonde avec les yeux bleus, etc. Et vous l'avez dans les dents parce que voilà, c'est un peu, enfin c'est notre nouvelle égérie de droite réac qui aimons le cinéma dans lequel tout le monde est tradi, tout le monde a une apparence tradi, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce que bah, très peu de temps après est donc sorti ce film qui, du coup, a fait que maintenant tous les gens qui étaient en mode genre waouh, Sydney Sweeney, c'est notre nouvelle égérie tradie, blonde aux yeux bleus à gros seins, mais genre en mode un peu un peu sage, enfin genre pas bimbo en même temps, genre belle, canon, mais pas progressiste. Enfin, quand ses positions à elle en tant que personne, j'en sais rien. Pardon. Vous avez vraiment les bruitages, absolument tout ce qui se passe dans mon nez. Mais oui, non, évidemment que Sydney Sweeney, elle avait absolument pas orchestré ni calculé ça. Et je pense qu'elle en a rien à foutre. Et alors, je connais pas bien sa vie, mais j'ai essayé de regarder un petit peu. Je crois pas qu'elle soit née dans un milieu spécialement tradit. Mais bon, voilà, ils sont tous enflammés à base de yes, une blonde à gros seins, elle est pour nous, elle est de notre côté. C'est notre nouvelle égérie. Cis hétéro, machin truc chouette. Et en fait, du coup, ce film-là sort juste après, où là, on est complètement dans le lynchage total, enfin, dans l'anticléricalisme le plus pur, le plus gras. Et où du coup elle en arrive à écraser son bébé sous une pierre, que là tous les pro-life et tous les réacs qui étaient genre trop fans d'elle, mais par pure réaction en plus, pas parce qu'ils l'aimaient vraiment, mais juste en pure réaction à ce qu'ils imaginent être le wokisme, que du coup ils sont complètement dégoûtés et que maintenant ils se mettent à réagir du coup violemment à ce film. Et du coup là ils l'ont vraiment dans les dents et je trouve ça trop bien qu'elle les produise parce que du coup c'est elle qui l'a produit en plus. Non seulement elle tient le rôle principal, mais en plus le film existe grâce à elle et par elle et pour elle quoi. Salut Oneros. Je sors de long pour partager ma pensée, mais je pense qu'étant donné qu'elle tourne dans Euphoria, elle est tout sauf réac. Oui, alors voilà, moi j'ai toujours pas regardé Euphoria, il faudra que je rattrape un jour, enfin peut-être. Mais bon, effectivement, moi elle me donnait pas l'impression d'être quelqu'un de spécialement, enfin d'avoir le profil type qui pouvait plaire du coup au réac. Mais ils ont pas dû se poser cette question, ils ont juste dû voir l'émission et se dire incroyable, elle n'a pas les cheveux ni bleus ni roses, elle est pour nous. Et bah du coup voilà, ils l'ont dans les dents et du coup ça me fait beaucoup trop rire. En plus, si elle était vraiment anti-woke, jouer dans Euphoria Immaculée aurait été contre-productif. Bah oui, voilà. Non, mais ils ont juste projeté ce dont ils avaient envie, quoi. Et en fait, ils se sont pas du tout posé la question en fait, une actrice ou un acteur, c'est aussi un ou une artiste
qui a des volontés artistiques, qui a une conscience des représentations dans lesquelles, des représentations auxquelles il participe, qui peut faire des choix aussi conscients et politiques des films dans lesquels il joue. Alors je dis pas qu'elle a fait Immaculée pour des raisons politiques, j'en sais rien de son avis sur la religion et du clergé, de si elle trouve que le film porte un message là-dessus. Mais voilà, un acteur ou une actrice, c'est pas que c'est pas qu'une façade pour faire joli, pas qu'une égérie pour tes idéaux à toi, quoi. Et bah du coup, ils se sont pris dans les dents parce que je pense qu'ils ont complètement oublié que voilà, actrice ou acteur, c'était être artiste aussi quelque part et faire des choix conscients avec sa carrière et que bref, ils pensaient juste avoir une égérie de carton à mon avis ou de papier glacé. Salut Aïe de Cali. Oui, ça ils ont dû être paumés, oui. Est-ce que les fachos réfléchissent parfois? Je ne suis pas sûre d'Eliri Humbert. Enfin, en même temps, c'est vrai qu'il y a vraiment le cliché des fachos, c'est les gens pas éduqués, c'est les gens qui vivent dans la peur, du coup, parce que manque d'éducation, parce que ignorance, parce que. Enfin, voilà. Plein de réflexions qui souvent sont. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment un fond de vrai et qui parfois connaissent aussi des dérives un petit peu. Enfin, les réflexions qui connaissent des dérives un peu classistes, où en fait, finalement, au bout d'un moment, si les idéologies fascistes se mettent en place, c'est certes avec le concours de foule qui. Enfin, de masse qui parfois euh, croient un peu trop les médias, ne les remettent pas assez en question, sont parfois assez ignorantes, etc. Mais c'est aussi toujours grâce au concours de gens, au contraire, extrêmement intelligents. Putain, merde, vous voyez mon pantalon de pyjama. Bon, tant pis. Bah voilà, je suis en pyjama. Euh, de gens extrêmement intelligents, au contraire, et qui savent extrêmement bien ce qu'ils font, et qui sont pour le coup très cultivés, et qui ont toute une réflexion derrière leur idéologie. Mais bon, c'est un cocktail des deux. Bref, je fais une digression à la con sur ta phrase, excuse-moi. Euh, oui, peut-être Kaminski qu'elle voulait jouer dans un film d'horreur pour kiffer. Absolument, clairement, moi j'en rêve, la nuit et le jour. Xavier, que les acteurs et actrices mènent leur carrière sans avoir à se faire récupérer par aucune mouvance, ouais. Bah, ça dépend, parce qu'après, parfois, c'est eux qui le souhaitent, enfin, c'est eux qui font ça consciemment aussi, ça dépend. Pardon. Mais, bref. En tout cas, là, clairement, ils ont projeté sur elle des choses qui n'avaient pas lieu d'être et qui se sont remangées dans les dents. Donc, je trouve ça extrêmement drôle. Rien que pour ça, je suis contente que le film soit sorti. Ah, mais les bourgeois qui encouragent les montées des fachos à travers l'Europe et les US, c'est incroyablement plus fort que les électrices pour lesquelles le cliché est parfois vrai. Certes, oui, bah, exactement, des Gariembert. Absolument. Voilà. Je vous ai montré à peu près toutes les photos du film, je crois. Mais du coup, j'ai pas du tout envie que tout ce que je vous ai dit de négatif sur le film vous décourage d'aller voir le film si vous aviez envie de le voir, parce que tout simplement, je pense que, bah voilà, encore une fois, il y a des gens autour de moi qui l'ont vraiment aimé, et même si moi j'ai pas du tout été convaincue partout, je trouve qu'il propose des choses vraiment intéressantes. Je trouve que quand on aime les films d'horreur, c'est vraiment intéressant de le voir pour voir la progression qui marque dans l'évolution d'une certaine forme moderne de non-exploitation, voir ce qu'il propose en réaction, enfin en réponse, même si c'est pas forcément voulu, à la nonne, parce qu'encore une fois, c'est vraiment l'anti-la nonne, quoi. Pas tellement dans ses effets ou quoi, mais parce qu'on a malgré tout une véritable mise en scène, même si elle s'affaiblit au fur et à mesure. Je trouve qu'en tout cas au début, on a une vraie utilisation des décors. Encore une fois, tout ce qui manque à la nonne, une utilisation consciente des décors, de vraies tentatives de mise en scène. Une véritable, enfin plus ou moins une écriture de personnage un peu plus poussée, du vrai gore, et un vrai propos anticlérical. Donc c'est tout ce que ne fait pas la nonne. Après, on n'est pas obligé d'avoir un propos anticlérical en faisant un film d'horreur sur les nonnes, hein, absolument pas. On peut faire très bien un film d'horreur qui se passe dans un couvent et qui soit pro-religion. Moi, j'ai pas de problème. Et bon, pour l'instant, enfin, en tout cas, si c'est pour faire la nonne, parce que même si la nonne 2 avait une excellente mise en scène, enfin, était excellent d'un point de vue formel, ce qu'il dit sur la religion est juste bête et méchant et réac à base de. Parce que du coup, bon, désolé, parce que je vais spoiler aussi un petit peu le film. Enfin, vraiment, il n'y a pas de mal à spoiler la nonne 2, je pense. Mais du coup, ce que ça dit sur la filiation de. En fait, c'est absurde. Lorraine Warren, qui en plus franchement criminel avec son mari dans la vraie vie. Enfin, les Warren, c'est vraiment un couple de personnes absolument ignobles dans la vraie vie et ces films les portent au nu de manière assez indécente. Mais bref, là, le film établit une relation directe entre du coup Sainte Lucie, la vraie Sainte Lucie du coup, et Lorraine Warren, comme si elle était descendante de cette sainte du coup.
Et comme si du coup c'était un don divin que le fait que Lorraine Warren dans les Conjuring récents puisse communiquer avec les fantômes, etc. Et il y a cette volonté d'établir une filiation d'une figure canonique avec, enfin, je trouve ça tellement enfin, je trouve ça vraiment indécent, surtout encore une fois quand on sait un peu qui était Lorraine Warren dans la vraie vie, mais non seulement ça valide complètement la religion qui en plus normalement la foi, c'est le principe de la foi. Normalement, on n'est pas censé avoir de confirmation de l'existence de Dieu parce que sinon, on n'a pas la foi. La foi, c'est ça demande de croire, ça demande pas de savoir, ça demande de. En fait, la religion, la foi, pour exister, a besoin de la croyance, enfin, du principe de foi. C'est pas un savoir, c'est pas une science. Parce que si on croit pas, du coup, si on sait les choses, c'est pas du tout la même implication, c'est pas la même, c'est plus une question de dévotion, c'est pas du tout le même rapport. Et donc du coup là, ça vient un peu torpiller tout ça, en essayant de faire croire que oui, oui, enfin d'asseoir absolument l'existence de figures divines et donc de Dieu, et de ne pas laisser le choix en fait à cette question, et en plus de penser que les pouvoirs divins se transmettent par filiation, comme dans la monarchie de droit divin, quand on devenait roi de père en fils, quoi. Donc, enfin, bref, je trouve que le discours est vraiment ras des pâquerettes et gerbant au possible. Et donc là, et donc voilà, même si on peut faire un film pro-religion, un film d'horreur pro-religion qui se passe dans un couvent, le mieux c'est d'en faire un mieux que La Nonne, de pas le faire de manière aussi stupide, aussi gerbante que le fait La Nonne 2. Donc bref, pour tous ces aspects, Immaculée est vraiment l'anti-La Nonne, et je trouve ça intéressant pour ça de malgré tout aller le voir et de voir si du coup si vous serez du côté des gens qui ne l'aiment pas du tout le film, qui le détestent, qui le trouvent nanardesque, du côté des gens qui l'adorent ou du côté des gens comme moi qui sont moite-moite. Alors je vois bien dans le chat, j'ai vu qu'il y a un peu tous les avis parmi ceux qui l'ont déjà vu. Delirium Mère, tu as quand même toujours très envie de le voir, bah écoute, trop bien. Quand tu l'auras vu, tu viendras sur le stream suivant, même si c'est pas le sujet, pour nous donner ton avis. Et si, Kaminski, j'ai beaucoup aimé les deux premiers Conjuring. Je trouve que, encore une fois, la manière dont ça porte au nu le couple Warren est très problématique. C'est toujours le problème quand on fait des histoires inspirées d'histoires vraies, où on décide de mettre en scène des personnages de fiction comme étant la reproduction de personnages ayant réellement existé, de personnes ayant réellement existé. Mais en tant que film d'horreur, je les aime beaucoup parce que, tout simplement, parce qu'ils me font flipper. Ils me font flipper et je trouve qu'ils ont des idées géniales pour le coup de mise en scène et de manière de ménager le suspense et d'imagerie. Ils ont plein ils ont plein d'aspects un peu nuls, mais malgré tout, en fait, ils arrivent à me donner ce que j'ai envie, ce qui est tout simplement la peur, de la vraie peur, quoi. Avec des éléments visuels que j'aime, des atmosphères que j'aime, des histoires de fantômes. C'est vrai que moi, les histoires de fantômes, j'ai vraiment toujours un gros faible pour les histoires de fantômes. Et là, ouais, non, les deux premiers Conjuring, je trouve qu'ils tapent très fort avec peut-être pas l'entièreté du film, j'ai aussi beaucoup de grosses critiques à leur faire, mais à chaque fois, il y a des séquences qui tapent super juste, et voilà. Si j'ai un compte Letterboxd, non, absolument pas. J'avoue que j'ai une flemme intersidérale de tenir ce genre de compte, ce que je regretterai peut-être un jour, mais voilà. Robo Sensei, moi j'étais curieux de savoir les avis, mais le film me donnait déjà pas envie, ni avant ni maintenant. Après avoir lu les avis, vu les trailers et ton avis ce soir, le prochain film d'horreur que j'ai envie de voir, mais j'ai peur d'être déçue, c'est Alien Romulus, ouais. Je suis très curieuse de ça aussi. Très curieuse de voir la manière dont ça prolongera ou pas la mythologie mise en place par les précédents films. Voilà. Voilà en gros moi ce que j'avais envie de vous dire sur le film. Je sais pas à quel point fin, jusqu'à quand durera cette espèce de revival de la non-exploitation. Après, je pense, enfin, si on peut appeler ça la non-exploitation, ça dépend si on considère que c'est une période qui s'est arrêtée à un moment donné dans le temps ou si c'est tous les films d'horreur qui se passent dans un couvent. Mais en tout cas, bon, là j'ai l'impression qu'on connaît une sorte de petit revival quand même depuis une petite dizaine d'années. Je sais pas à quel point ça va continuer. Salut, Wardena 479. Je ne sais jamais comment prononcer vos noms, mais le cœur y est. Voilà, je sais. Est-ce que ça va continuer? Alors du coup, voilà, on peut se douter très très fort qu'il n'y aura pas de suite à Immaculée. Moi, j'ai envie de voir ce que vont donner les films de nonnes par la suite, parce que du coup, est-ce que là, en tout cas, je suis encore une fois, même si je trouve que ce film a beaucoup de défauts, je trouve en tout cas très intéressant qu'il y ait un film d'horreur de nonnes
qui porte ce genre de message et qui se fasse de cette manière, avec autant d'éléments gore, etc., et de propos anticléricales, je trouve ça très intéressant que ça existe en parallèle de ce que propose la saga Conjuring, parce que du coup, on a un peu le discours inverse, qu'il est intéressant que malgré tout qu'il existe, et que du coup, ce type de représentation n'existe pas qu'à travers ce qu'en fait la saga Conjuring, parce que sinon ce serait un peu flippant. Donc je trouve ça très intéressant qu'il existe, en tout cas, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Donc je suis curieuse de voir si par la suite, quels seront les prochains films de Non? On se doute que le Conjuring, ils vont continuer à en faire, du coup, enfin le Conjuringverse, vu le succès de la Non 2, ça fait mal, mais, mais ils vont sûrement en faire d'autres. Voilà, je suis curieuse de voir s'il y en a d'autres, des productions plus indépendantes comme ça, qui continueront à prendre le contre-pied, on va dire, de ce que fait le Conjuringverse. Et par la suite, du coup, je suis curieuse de voir quels seront les prochains films produits par Sydney Sweeney. J'espère qu'elle continuera à produire du film d'horreur, entre autres. Je me doute qu'elle fera pas que ça. Mais ce serait intéressant. Et est-ce qu'elle va, malgré tout, malgré cet échec financier-là, est-ce qu'elle continuera à jouer dans des films d'horreur? Des films de Danone, oui, non. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le film. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions que vous voudriez soulever avant que nous nous disions au revoir? Sachant, si vous avez d'autres trucs à écrire, je vous laisse les écrire. En attendant, je vous dis que, donc comme je l'ai annoncé sur les réseaux, je fais un stream jeu donc sur Dredge jeudi. Sachant que là, ce sera un stream plus long que d'habitude parce que j'aimerais me donner la chance de terminer le jeu. Je sais pas si je vais y arriver, si je vais y arriver, pardon, mais j'aimerais beaucoup parce qu'après, donc, je pars en vacances. Enfin, je pars en vacances. Je vais chez ma grand-mère. Hein, je vais pas à Tahiti. Mais enfin bon. En tout cas, je prends toute une période off qui va durer donc jusqu'au 8 avril. Et en fait, j'aimerais beaucoup réussir à terminer un jeu avant de partir pour ensuite, quand je reviendrai, repartir sur continuer Luigi qu'on a à peine commencé du coup et commencer les Tomb Raider. Et voilà, repartir sur de nouvelles bases. Donc j'aimerais vraiment réussir à conclure Dredge, surtout parce que si en plus je pars en vacances sans l'avoir terminé alors que je suis accro à ce jeu, je vais être extrêmement frustrée. Donc je voudrais vraiment qu'on réussisse à le terminer jeudi. C'est pour ça que là, je me suis prévu un plus gros créneau. J'ai mis que ça durerait 4 heures, mais si mon copain l'accepte, honnêtement, ça durera aussi longtemps qu'il faut pour que je termine le jeu. Je pense que comme on a quand même déjà bien avancé les dernières fois, a priori, on devrait y arriver et dans le temps imparti. Et voilà, ce serait cool. Euh, Dread jeudi, absolument Madouk. Delirium Bear, tu me dis, oui, je vais devoir le voir en VF. Ah, si les gens ont vu cette version, qu'est-ce que ça donne? J'adore les VF en général, mais Sydney Sweeney est toujours très mal doublé. Ah bon? Ah tiens. En tout cas, du coup, ouais, non, je l'ai vu en VO, donc je ne sais pas. Je peux pas te répondre sur cette question. Hmm. Faire une nuit blanche pour le finir à 100%. Tu crois, Robo Sensei? Ah oui, vu que toi tu l'as fini, tu crois que je suis si loin de ça, de la fin? J'espère pas. Enfin, après, voilà, si je sens que je suis trop loin de la fin, j'abandonnerai. Enfin, je le reprendrai, je le terminerai à mon retour. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Si tu veux toute l'encyclopédie, ça, je sais pas. Franchement, si je peux finir le jeu sans finir l'encyclopédie, je pense que je le ferai pas. Parce que ça fait longtemps que je suis sur le jeu, que j'ai envie de vous proposer d'autres choses, de faire découvrir d'autres jeux, de. Voilà. Sachant que moi, j'ai l'intention de le refaire derrière avec mon copain, pour du coup le finir effectivement à 100%, compléter l'encyclopédie à 100%, etc. Et vraiment prendre tout mon temps. Mais pour ça, il faut que je puisse chiller et faire le mollusque devant mon écran beaucoup plus longtemps, pas comme dans un stream où j'essaye d'animer un minimum et de faire avancer les choses, sinon c'est trop pénible pour les gens qui regardent, quoi. Donc voilà. Donc là, je pense que non, l'objectif sera pas de remplir l'encyclopédie à 100%, ça je me le garde pour après. Mais ne serait-ce que finir l'histoire, quoi. Voilà. Bon, écoutez, vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de questions à part ça. Donc, encore une fois, je vous renvoie. Il y a les liens qui sont dans le chat. Je vais pas les retrouver tout de suite, mais si vous voulez avoir un avis positif, enfin plus positif que le mien sur le film, il y a du coup la critique d'Antoine sur Écran Large qui est sortie. Il y a la critique de Léo Yurillo qui est sortie sur ses réseaux, donc une critique vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur la non-exploitation, il y a Mathieu qui en parle bien mieux que moi dans le dossier qu'il a consacré du coup à la non-exploitation aussi sur Écran Large. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, la dernière fois on a fait les vampires, là on a fait les nonnes. C'est cool ce rythme. Alors je sais pas quel sera le prochain stream critique que je vous ferai.
Je verrai, enfin de toute manière, encore une fois, là je vais faire une pause, donc ce sera pas tout de suite. Mais bah écoutez, j'espère que vous serez là au retour de ma pause. Parce que j'ai besoin de prendre des petites vacances. Et du coup ça me peine de laisser Twitch un petit peu en plan un certain temps, parce que Twitch en ce moment c'est un peu ma récré, c'est quand même agréable à faire. Enfin, ça reste du boulot quand je fais des critiques ou des analyses ou quoi, mais c'est. Bref, ça me fait du bien. Donc voilà, j'aurai hâte de reprendre. Ça va me manquer quand je serai en vacances, même si c'est bien que je fasse une coupure. Et donc j'espère que vous serez là au retour, que ce soit pour les streams critiques, pour les streams analyses, pour Dredge si j'ai pas réussi à le finir, pour Luigi's Mansion et pour Tomb Raider. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci d'avoir été là. Ouais, moi aussi, je vais essayer de manger un truc. Puis en plus, il me reste un dossier à écrire avant de me coucher. Si vous saviez comme je suis fatiguée, j'ai tellement la flemme. Mais j'ai pas le choix. Bref, je vais pas pouvoir raconter ma vie. Merci à vous d'avoir été là. Ah oui, bah oui, Spooky, tu arrives à la toute fin. Mais écoute, voilà, le replay ça sera dispo si jamais tu veux. Encore une fois, warning, parce que du coup, là, on a spoilé tout le film. Euh, Merci à vous, franchement, c'était très cool. Merci d'avoir autant participé, d'avoir apporté vos propres avis, vos propres insights sur la question. Et ah, je peux faire un raid. Tiens, il y a ah, excusez-moi, restez ici. Enfin, pour les gens qui ne vont pas manger et qui ont envie de rester ici éventuellement, il y a Sarah le chat Price qui est en train de jouer à Sons of the Forest. Euh, et c'est une excellente personne. Alors Sarah, du coup, si vous la connaissez pas encore, elle est artiste en tout genre. Alors, elle fait que des trucs super gothiques, mais elle est tatoueuse aussi. Bah oui, je connais un peu Sarah, ouais. Restez ici. Oui, Spooky. Oui, je connais un peu Sarah, oui. Et donc, c'est une super streameuse qui a aussi un univers très horreur et qui fait des jeux d'horreur, qui fait des tatouages super gothiques, qui peint aussi, qui dessine, enfin, qui fait plein de streams, soit de jeux, soit artistiques en tout genre. Pardon. Bref, là, moi, je vais aller jeter un œil à ce qu'elle fait. Et donc, je vais vous y envoyer aussi si vous avez envie de me suivre là-bas. Et si j'arrive à faire un raid cette fois-ci. Euh... Papa. Sarah le chat Price. Ouais, voilà. Donc écoutez, suivez-moi là-bas si vous en avez envie. Et pour les autres, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Lancer le raid. Let's go.